graphique du cœur péricarde. Et cette technique, au début, c'était une recherche plutôt dans le ressenti, dans la pratique, dans l'intuition. J'obtenais d'excellents résultats sur le plan clinique. Certaines personnes me disaient, c'est très bien, tu as des résultats qui sont très bien, mais tu ne peux pas les expliquer scientifiquement. Et donc, je me suis lancé dans l'étude de la physique quantique, dans l'étude de la biophotonique et dans l'étude de l'épigénétique pour comprendre pourquoi et comment ça fonctionnait. Et maintenant que j'ai compris, eh bien, j'ai le plaisir de vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Et tu as développé ta propre méthode et tu donnes des soins aussi pour la libération du cœur, du péricarde holographique. C'est ça. Voilà. Donc on a fait donc déjà 2 conférences pour expliquer très rapidement de quoi il s'agissait. En fait, on a balayé tout ce qu'on allait voir chaque mois. Et là, on va commencer aujourd'hui à rentrer dans les détails. Et donc, ça a commencé quand j'étais encore kinésithérapeute et que je me confrontais sans arrêt à des problèmes de douleur, notamment de la colonne vertébrale, des maux de tête, etc., qui étaient dus à des rétractions tissulaires, à des muscles qui se contractaient. Je croyais à l'époque que c'était que les muscles qui se raccourcissaient. Et donc, j'étais confronté à un problème parce qu'on m'avait appris en faculté de médecine, à l'école de kiné, qu'il fallait prendre le tissu par les 2 extrémités, tirer dessus pour le rallonger. J'ai fait ça pendant des années, mais ça ne marchait pas. Et donc, c'est de là qu'est partie donc, toute ma recherche. Et donc, ce soir, je vais vous parler justement des problèmes qui sont dus aux rétractions tissulaires, donc sur des bases anatomiques. Donc, on est bien dans le dogme matérialiste, puisque c'est de la mécanique, hein, tout simplement. Donc, notre corps est dans la matière. C'est ça. Donc, il est mécanique. On est dans la matière. Et donc, on part de la matière, puisque c'est ce qu'on m'a enseigné quand j'étais à l'école de kinésithérapeute. Et après, pourquoi mon action sur la matière ne marche pas? C'était la question qui a déclenché finalement toute ma recherche, qui va suivre dans les que vous allez découvrir là chaque mois avec Jean-Pierre. Dans les conférences qui vont suivre. Exactement. Donc ça, c'est le point de départ aujourd'hui. Je vais vous expliquer donc à quoi je me suis confronté et on va voir un petit peu sur le plan concret, sur le plan matériel. On va voir l'anatomie et on va voir les conséquences des rétractions tissulaires sur le plan anatomique et pourquoi, quand un tissu se raccourcit, eh bien, ça va créer tous les problèmes qu'on connaît, hein, les douleurs, les pathologies, les rétractions, les tensions, tous ces trucs désagréables. Et c'est vrai qu'on te surnomme l'homme qui murmure à l'oreille des cellules. Alors ça, c'est venu quand j'ai commencé à étudier la physique quantique et quand j'ai commencé à me servir de l'effet observateur. Et donc, l'effet observateur, on se sert de l'intention. Et on peut avoir une intention par la pensée, une intention par la visualisation, une intention par le geste et une intention par le verbe. Et donc, notre verbe est créateur. Que ça nous plaise ou pas, c'est comme ça. Voilà. Et donc, quand je me suis servi du verbe, comme je le disais à la dernière conférence, je me servais de formules magiques et de prières et que je murmurais à l'oreille des cellules, et d'où le surnom de l'homme qui murmure à l'oreille des cellules. D'accord. Bon. Mais là, ce soir, on n'est pas encore à ce niveau-là. On n'est pas encore à ce niveau-là. On va redescendre dans la matière. On part à la base et puis vous allez monter petit à petit pour avoir toute la compréhension, pour comprendre aussi vous, comment vous fonctionnez, et puis un peu plus… Puis la progression de ma recherche, tout ça. Voilà. Donc, on peut peut-être commencer sur le diaporama. Oui, alors… je vais vous mettre je vais partager l'écran et je vais vous mettre sur le diaporama de Jean-Pierre pour que vous ayez de la masse du contenu. Voilà. Voilà les problèmes. Donc, quand quelqu'un dit qu'il a des problèmes, que ça ne va pas, que c'est pas bien, etc., il faut savoir à quoi ça correspond. Et donc, moi, j'ai ramené quelques mots qui résument bien la situation et qui vont s'expliquer petit à petit au fur et à mesure du développement des conférences. Effectivement, les problèmes, qui n'a pas eu de douleur, les tensions, ben oui, les pathologies, c'est toutes les maladies. Le mal-être, ben oui, mais qu'est-ce que c'est que le mal-être? On va rentrer dans les détails pour expliquer tout ça. Mais c'est des mots qui, derrière chaque mot, se place donc une réalité extrêmement
concrètes. L'isolement, pourquoi est-ce qu'on se sent isolé quand on est mal? Pourquoi est-ce qu'on est en manque? Pourquoi est-ce qu'on est dans la dépendance de l'autre? Bien, tout ça, on va découvrir, mais c'est bien tout ça nos problèmes. Alors, certaines personnes ne se plaignent que de douleur, d'autres ne se plaignent que de tension, et puis il y en a qui se plaignent de tout ça, de toute la liste en même temps. Mais en général, ça concerne les gens, même s'ils n'en ont pas conscience, ils souffrent de pratiquement toute la liste. Voilà. Très bien. Alors, est-ce que je te laisse gérer le diapo sur l'écran? Non, c'est moi qui le fais. D'accord. Ben, oui, parce que je ne peux pas faire 2 écrans en même temps. Juste pour info, ceux qui sont sur Facebook, allez voir sur Gwénoline YouTube pour avoir les diapos parce qu'on ne peut pas vous les mettre sur Facebook. Voilà. Donc, au début, si on fait de la mécanique, si on veut expliquer pourquoi on a mal au dos, eh bien, toute la kinésithérapie, en France en tous les cas, repose sur un modèle mécanique et qu'on appelle la poutre composite. Donc, en haut, vous avez une poutre en bois, tout simplement. Admettons qu'elle résiste à 500 kg de pression. Eh bien, si on met 600 kg, eh bien, la poutre, elle casse. Et si on veut qu'elle résiste à 600 kg, ben, qu'est-ce qu'on fait? On va dans le schéma numéro 2, qui est au milieu. On va évider les 4 coins et mettre une règle métallique sur les 4 coins, comme on a sur le schéma du bas. Et on obtient ce qu'on appelle une poutre composite. Et maintenant, si on met 6, 7, 800 kg, ben, elle résiste, elle ne casse pas. Donc, ça, c'est de la mécanique. Ça concerne la matière inerte. Et la kinésithérapie a voulu l'appliquer donc au corps humain. Et dans la diapo suivante, on voit finalement une vertèbre vue du dessus, vue d'avion. Et donc, en haut, ben, vous avez le corps vertébral, ici. Ça, c'est le corps vertébral. Ça, c'est les apophyses épineuses, c'est derrière. Et puis, vous avez 4 masses musculaires. Voilà. Voilà. Et donc, on disait que plus la colonne vertébrale est musclée, et les muscles représentent les règles métalliques, et les vertèbres représentent la poutre. Et donc, on disait que plus on muscle, eh bien, plus la colonne est solide, et moins elle a de problèmes. Ah oui. Or, ça marche avec une cuisse, par exemple, si vous faites une fracture du fémur. Effectivement, si vous sortez de plâtre, il vous manque 10 cm de tour de cuisse, et du coup, ben, l'os, il est moins solide s'il y a moins de muscles autour. Et donc, ce qu'on fait en kinésithérapie, ben, on fait de la musculation pour retrouver le volume musculaire, et ça, c'est tout à fait correct, mais on est dans la traumatologie. Mais dès qu'on passe à la rhumatologie, c'est-à-dire à ce qui concerne la colonne vertébrale, les douleurs et même les déformations de la colonne vertébrale, eh bien, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que, eh bien, il y a un autre modèle mécanique. Donc, de ce premier modèle mécanique de la poutre composite, ben, est déduite toute la kinésithérapie classique. Et cette kinésithérapie classique, dit, puisque les personnes sont des poutres composites, eh bien, tous les problèmes viennent de muscles trop faibles. Hein, donc, il faut rajouter des règles autour de la poutre, c'est-à-dire augmenter la masse musculaire. Et donc, si les problèmes sont des muscles trop faibles, eh bien, forcément, eh bien, on va, à cause de cette faiblesse musculaire, avoir des douleurs, des déformations de la colonne vertébrale. Alors, plus tard, je me suis rendu compte que c'était faux. Enfin bon, je ferme la parenthèse. Et donc, la solution, ce serait de lutter contre la faiblesse musculaire, c'est-à-dire de faire la musculation. Et donc ça marche parfaitement en traumatologie, mais ça ne marche pas en ce qui concerne la rhumatologie et en ce qui concerne l'orthopédie pour la colonne vertébrale. Pourquoi? Bien parce que par la suite, il y a mademoiselle Mézières qui est venue en France et qui a dit que c'était le modèle mécanique, on est encore dans un modèle mécanique et dans la matière, c'était l'arc. Alors, la colonne vertébrale, c'est le bois de l'arc, ici. Et puis ici, le muscle, c'est la corde de l'arc. Eh bien, quand le muscle se contracte, eh bien, il se raccourcit. Et s'il se raccourcit, forcément, l'arc, il est moins haut et il est plus bandé. Alors, donc, selon le modèle précédent, on disait que
les personnes âgées étaient toutes courbes parce qu'elles leur manquaient de muscles. Mais mademoiselle Mézières dit c'est le contraire, ces personnes âgées sont toutes courbes parce qu'elles ont des muscles trop forts et trop courts. C'est exactement l'inverse de ce qu'on nous apprend donc à l'école de kinésithérapie. Donc là, on est toujours dans la matière, on est toujours dans des modèles mécaniques, mais ce modèle mécanique est plus proche de la réalité que celui de la poutre composite. Hein? Donc ça, c'est un peu pour comprendre comment les techniques ont évolué en fonction des modèles mécaniques que l'on avait adoptés à l'époque. Mais bon, tout ça, vous allez voir que plus tard, ça va être complètement volé en éclats et que ça va pas être intéressant. Alors, selon le modèle de l'arc, effectivement, on va dire le problème, l'arc est trop bandé parce que les tissus, les muscles sont trop contractés et trop raccourcis. Et donc, si le problème, c'est que les muscles sont trop courts et trop musclés, eh bien, ça donne des tensions à cause de ça. Et puis, quand le bois de l'arc est bandé, ben, ça donne des contraintes mécaniques très importantes sur les vertèbres, ce qui fait qu'elles se mettent de travers. On va parler de lésions ostéopathiques. Et donc, on va parler de déformation, puisque quand l'arc est très bandé, ben, ça donne une kyphose ou une lordose ou des trucs comme ça. Et donc, si on dit que le problème, c'est des muscles trop courts, ce qui est exactement l'inverse du modèle précédent, eh bien, donc, on va dire, donc, la solution, ça va consister à rallonger les tissus. Alors, ce deuxième modèle mécanique est déjà beaucoup plus proche de la réalité, et donc, c'est déjà mieux de rallonger plutôt que de muscler. Parce que quand on muscle, on raccourcit et on fait l'effet inverse. Hein? Donc, voilà comment les techniques ont évolué. Donc, voilà d'où je viens, moi, au niveau de mes formations. Et donc, on va déduire qu'effectivement, d'après ce modèle mécanique de l'arc, ben, l'idéal, c'est de rallonger tout ce qui est trop court et non pas de muscler tout ce qui est trop faible, parce qu'en fait, les muscles ne sont pas trop faibles, ils sont trop forts et trop courts. Eh bien, donc, on va dans la bonne direction puisqu'on va rallonger au lieu de muscler. Alors, après, il y a eu d'autres modèles mécaniques en ostéopathie. Ouais. Alors, voilà. Et là, donc, là, on a un mur avec des briques qui sont empilées et chaque brique représente une vertèbre. Hein. Alors, vous voyez, la brique numéro 1, elle est à sa place. Et puis, si on dit qu'à gauche du mur, c'est l'avant et qu'à droite, c'est l'arrière, eh bien, la brique numéro 2, elle s'est déplacée vers l'arrière. Ça, c'est une lésion ostéopathique vers l'arrière, postérieure, on va dire. Et puis, la brique numéro 3, elle s'est déplacée vers l'avant. Et la brique numéro 4, elle est à sa place. Donc, ça, c'est un modèle mécanique de la première technique ostéopathique qu'on appelle ostéopathie structurelle, qui est de dire que eh bien, l'os, il n'est pas à sa place. Donc ça, c'est la lésion ostéopathique. C'est ça le problème. Le problème vient de là. Donc, comme quoi chacun essaie de trouver une solution en fonction de représentations mécaniques. Et alors, effectivement, dans le cas de l'os numéro 2, eh bien, s'il est parti en arrière, ben, il faut le ramener en avant. Et l'os numéro 3, s'il est parti en avant, ben, il faut le ramener en arrière. Et puis l'os numéro 1 et numéro 4, il ne faut surtout pas les toucher parce qu'ils sont à leur place. Voilà, donc ça, c'est le principe de l'ostéopathie T'as Martine qui dit comme une hernie discale. Alors, la hernie discale, là, je vais faire une conférence sur l'ostéopathie parce que… D'accord, donc c'est un autre sujet apparemment, Martine. Ouais. Alors, la hernie discale, ça ne correspond pas aux lésions ostéopathiques. Il faut apprendre… C'est des pincements des nerfs. Il faut une vertèbre, il y a ce qu'on appelle les corps vertébraux, un empilement de corps vertébraux, et entre chaque corps, il y a un disque. Donc, le disque, il a le rôle d'amortisseur, mais ce n'est pas l'articulation. En fait, il y a des surfaces articulaires qui sont à l'arrière des vertèbres, qu'on appelle des apophyses articulaires, et qui sont des rails, finalement, qui permettent le glissement et le mouvement des vertèbres. Et donc, quand on parle de lésions ostéopathiques, on parle d'anomalies au niveau des glissements des apophyses articulaires, et on ne parle pas notamment de hernie discale. Mais la hernie discale, c'est quelque chose que je traite en LHCP et qui est très difficile à… LHCP, c'est la méthode de libération holographique du cœur péricarde. Holographique du cœur du péricarde. Voilà. Alors, donc… je vais passer un peu plus rapidement. Alors là, la deuxième ostéopathie… Juste, je repartage l'écran, parce que là, j'ai voulu montrer les mouvements de tes mains.
Pour un traumatisme agricostal sans fracture, cette technique peut-elle aider pour les douleurs? Alors, je vais afficher plus. Merci pour votre réponse. Alors, donc, moi, j'ai fait 4 écoles d'ostéopathie. C'est pour ça que je peux vous raconter un peu l'histoire de l'ostéopathie, les modèles mécaniques qui ont été adoptés et on en a déduit des techniques. Et moi, je suis allé un petit peu plus loin en créant la libération holographique du cœur péricarde. Et effectivement, on peut, avec la libération holographique du cœur péricarde, avoir des résultats vraiment très, très intéressants sur tout ce qui est costal, mais sur tout ce qui est osseux, mais sur plein d'autres choses en même temps. Donc, voilà. Il y a une autre question, que dire de la capsulite? Alors, qu'est-ce que c'est la capsulite? Alors, c'est une inflammation de la capsule articulaire. Alors, peut-être qu'on fait allusion à la capsulite rétractile de l'épaule, qui est une pathologie très particulière et qui, à mon avis, est une pathologie, c'est le corps qui exprime sa rébellion contre l'ego qui le surmène. Et donc, c'est un peu la grève pour moi, hein, la capsule rétractile. Alors, il faut savoir qu'une capsule rétractile, c'est la capsule qui se raccourcit et que ça bloque l'épaule de manière très forte. Et dans le meilleur des cas, il faut 1 an et demi pour récupérer une capsule rétractile. Donc, ça, c'est la seule exception au niveau des épaules pour lesquelles je n'ai pas un résultat immédiat tout de suite à la séance. Par contre, pour tous les autres cas, ben, une épaule, comme je le disais l'autre jour, elle passe de 20 degrés à 180 degrés en une seule séance. Sauf si elle a une capsule rétractile. D'accord, très bien. Merci pour ta réponse. Voilà. Est-ce qu'on prend une autre question ou pas? Si tu veux, oui, allons-y. Et douleurs cervico-branchiales. Brachiales. Branchiales. Okay. Cervico-branchiales, je ne sais pas ce que ça veut dire, ça. Cervico-brachiales. Alors ça, c'est les névralgies cervico-brachiales. Donc, quand il y a des vertèbres qui sont en lésion ostéopathique, c'est des petites subluxations, ça pince des nerfs, et notamment les nerfs du plexus brachial, et ça donne ce qu'on appelle des névralgies cervico-brachiales. C'est l'équivalent de la sciatique, mais au niveau du bras, si vous voulez. Hein. Alors, effectivement, on a d'excellents résultats. La libération holographique du cœur péricarde, c'est un des résultats ostéopathiques et qui, à mon avis, dépasse les techniques ostéopathiques. Mais ça, je ferai une conférence sur l'ostéopathie et la libération holographique du cœur péricarde pour montrer l'évolution de l'ostéopathie et là où j'en suis arrivé. Hein, je crois que ça demande vraiment développement. On ne peut pas expliquer ça comme ça en 2 secondes. D'accord. Bon, sachez qu'en ce moment, là, Jean-Pierre est avec moi à Paris. Est-ce que tu fais le salon à Porte de Versailles? Demain, je charge, c'est après-demain matin que ça commence. Voilà, donc c'est le combien? Donc le 28, on est le 29, donc ça commence le 1er. Oui, le 31. Le 31 février. Ouais. Jusqu'à quand? C'est une bonne question. Je crois que ça dure 4-5 jours, ce salon-là. 5 jours. Et donc, vous pourrez voir Jean-Pierre et lui poser des questions. Et il fait des soins de 10 minutes sur le stand et des conférences sur place aussi. Oui. Alors, en plus, j'accueillerai avec grand plaisir tous les ostéopathes pour leur montrer des choses. Parce que, bon, quelqu'un qui vient, il va vivre une expérience très particulière. Mais les professionnels de santé aussi sont les bienvenus. Et notamment les ostéopathes, parce que je peux leur montrer des choses qui pourraient les émerveiller. Voilà. D'accord. Ok, super. Alors, on continue sur le diapo. Voilà, toc. On se remet sur ça, c'est tout bon. Bon. Moi, je suis prête. Si on ne veut pas y passer toute la soirée, je ne vais pas expliquer l'ostéopathie parce que c'est vraiment trop long. Oui, allons à l'essentiel. On va aller à l'essentiel. Mais je reviendrai sur une conférence où je parlerai uniquement de ça. D'accord. Hein? Donc. Oui, parce qu'en fait, on est là aussi pour répondre aux questions des gens. Ouais. Donc, c'est encore mieux. Alors, donc, on va simplement reposer Donc, je vous expliquais les problèmes, les douleurs, les tensions, les pathologies, la sensation d'être isolé, le manque, la dépendance, etc. Et on s'était posé la question du pourquoi. Eh bien, quelle est la cause de nos problèmes? Eh bien, donc, c'est l'impact considérable du stress sur nos cellules. Et il faut savoir que quand on parle de cellules, on parle du corps, en fait, et on parle de la matière.
Donc, on a une partie corporelle de matière qui sont les cellules. Et donc, les hormones de stress vont avoir un impact considérable sur notre corps, sur nos cellules. Et ça, c'est l'épigénétique qui nous l'a démontré. Donc, voilà, Bruce Lipton. Je vous conseille de lire son livre, La biologie des croyances. Et c'est quelqu'un qui est le père de l'épigénétique et qui a découvert comment fonctionnaient vraiment les cellules. Donc simplement, il faut savoir qu'on a quelque chose comme 50 trilliards de cellules dans notre corps et qu'il a démontré que c'est le fonctionnement du corps humain, c'est le fonctionnement des cellules. C'est la clé. Donc, non seulement c'est la clé de notre santé, mais qu'en plus, les cellules est contrôlée par l'information. Donc, la deuxième clé, à part la cellule, c'est l'information. Et donc, je vous reporte à ce livre. Je vous rappelle qu'on fera une conférence uniquement sur l'épigénétique et on parlera à fond d'épigénétique. Là, on va juste simplement expliquer une expérience qui a été faite par Bruce Lipton, mais par plein d'autres biologistes cellulaires. Eh bien, voilà, vous avez sur le gobelet de gauche une cellule qui est grande et vous voyez que le cercle là, il est des petits trous. Simplement, ça veut dire que cette cellule, non seulement elle est grande en termes de volume, mais qu'en plus, il y a plein de petits trous qui se sont ouverts à la surface de la membrane cellulaire. Ça veut dire que cette cellule, elle a ouvert des milliers de petites bouches. Et quand elle est bien traitée, cette cellule, voilà ce qu'elle fait. Elle augmente de volume et donc elle ouvre la bouche, ce qui fait qu'elle va pouvoir manger plus facilement, recracher facilement et surtout communiquer avec les champs de conscience et recevoir l'information. Donc ça correspond à une cellule qui mange bien, qui digère bien et qui communique bien. C'est une cellule qui est en pleine forme, qui est en pleine santé. Et voilà, ça c'est quand une cellule est traitée avec amour et qu'on la met dans un environnement qui n'est pas stressant, dans un environnement qui est respectueux. Mais par contre, vous voyez dans le gobelet du milieu, on a rajouté quelques gouttes d'hormones de stress, cortisol, adrénaline, et cette cellule, elle devient à droite, eh bien on voit qu'elle diminue de volume, et que non seulement elle diminue de volume, mais que sa membrane s'épaissit et que les petits trous se sont fermés, autrement dit, la cellule a fermé la bouche. Et dans ce cas-là, à droite, la cellule ne peut plus manger, ne peut plus recracher ses déchets, et surtout ne peut plus communiquer avec le champ de conscience, ce qui veut dire que l'information ne circule plus. Alors, on va rentrer dans les détails un petit peu plus tard, mais simplement, déjà dans un premier temps, on peut voir que ici, vous voyez que vous avez 6 cellules qui sont grandes et ouvertes, qui sont heureuses, qu'on a traitées avec respect et amour, et donc qui correspondent à un tissu qui est long. Et ces mêmes cellules qui sont maltraitées et qui sont soumises aux hormones de stress, eh bien, vous voyez qu'elles se sont rapetissées et que du coup, le tissu s'est raccourci. Et donc là, pour moi, c'était important parce que comme j'étais parti sur la méthode Mézières j'ai vérifié qu'effectivement, ce n'est pas un problème de muscle trop faible et trop long, mais c'est un problème de muscle trop fort, trop contracté et trop court. Et donc, le problème, c'est de les rallonger et non pas de les muscler. Donc, comme j'étais parti pour rallonger les muscles, eh bien, cette découverte m'a permis de comprendre pourquoi les tissus et les muscles se raccourcissaient. Et ça m'a permis de dire, effectivement, se contenter de prendre le tissu par les 2 extrémités, ça ne peut pas être une solution. Il faut se poser la question quand même, ce muscle, il est composé de cellules. Qu'est-ce qui se passe au niveau cellulaire pour que les muscles, que le tissu se rétracte à ce point-là? Peut-être que ma question est hors sujet, mais par exemple, admettons, on veut faire du yoga chaque matin pour s'étirer, pour se sentir mieux et tout ça. Mais si en contrepartie, nos cellules ne se sentent pas bien, elles vont toujours rétracter les muscles, en fait. Alors, en fait, dans le yoga, il existe des postures qui sont des postures d'étirement. Mais je pense que le yoga a bien d'autres ambitions que d'étirer, de rallonger les tissus. Mais admettons ceux qui le font de cette manière-là, pas le yoga total, parce que maintenant, ils sortent beaucoup de livres et c'est pas le yoga, le véritable yoga qu'il y a dedans, c'est juste la gymnastique d'étirement et les gens, ils savent pas faire la différence. Ah oui, et ceux qui font ça, juste, on va dire de l'étirement, voilà, sans parler de yoga, de l'étirement,
se disent, bon, bah, moi, mes muscles se portent bien, ils sont étirés, mais en fait, s'ils arrêtent, ça va se rétracter. C'est les cellules qu'il faut traiter. C'est ça que tu dis. Alors, il y a plusieurs choses dans cette histoire-là. D'accord. Donc déjà, il y a quelques années, dans les grands clubs sportifs, on faisait systématiquement de la musculation. Maintenant, si on va voir des équipes de football, de rugby, des choses comme ça, eh bien, souvent, on fait beaucoup d'étirements et non plus de musculation. À l'INS, à chaque fois qu'on faisait de la musculation, on contrebalançait les raccourcissements dus à la musculation par des postures d'étirement pour rééquilibrer les choses. Donc, ça évolue petit à petit, cette chose-là. Alors, évidemment, dans les étirements, il y a eu le stretching, et ça va du stretching jusqu'au yoga, avec tous les intermédiaires. Donc, il y a plein de techniques qui vont dans ce sens-là. Simplement, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, les postures de yoga ont tendance à étirer les tissus, mais que le yoga a bien d'autres ambitions que d'étirer les tissus et que de rallonger du tissu. C'est donc, En fait, moi, je voulais faire un parallèle entre ce que tu expliqué par rapport aux cellules et ce que nous, on essaye de faire mécaniquement chaque jour, alors, si on ne fait pas les deux en même temps, peut-être. Alors, ce que je viens d'expliquer, c'est que quand j'étais kinésithérapeute et que je prenais le tissu par les deux extrémités pour tirer dessus et le rallonger, ça ne rallongeait rien du tout. Et donc, je suis en train de dire quelque part qu'il vaut mieux faire du yoga et du stretching que de la musculation, mais en termes de rallongement, je souligne bien en termes de rallongement, ça n'a pas une efficacité extraordinaire. Et je dis, le yoga est efficace pour plein d'autres choses, voilà, et qui sont très, très intéressantes. Par exemple, ta Cathy a dit, toutes les personnes qui font de la musculation, ce n'est pas bon alors. Alors, on a si vous regardez les équipes des sportifs de très haut niveau, il y a beaucoup, beaucoup moins de musculation, pratiquement plus, et beaucoup d'étirements. Donc, ça démontre quand même un changement dans la compréhension de l'être humain. Hein? Mais là, on est encore dans la matière et dans la mécanique. Hein. On va aller beaucoup plus loin que ça. Oui, mais on répond aux questions pour pas qu'ils soient dans la confusion et qu'ils puissent continuer à nous suivre. D'accord. Parce que sinon, ils vont rester bloqués sur ça. Tout à fait. Donc, j'ai une ostéo-nécrose oui, de la hanche. Mon ostéopathe me soulage bien, mais je pense que ça n'évitera pas la pose d'une prothèse. Tu en parles souvent de ça. Oui, alors... Ok, on va répondre. Souvent, alors, quelle est la cause de l'ostéonécrose? La nécrose, c'est le tissu qui meurt, c'est le tissu osseux qui meurt. Hein. Il peut y avoir une ostéonécrose à cause d'une fracture de la tête du fémur, ça existe, c'est ça. Et il peut y avoir aussi le problème du fait que quand les muscles fessiers sont trop courts, justement, trop contractés, quand ces muscles fessiers croisent la hanche, eh bien, ça fait que quand ils se raccourcissent, ils rapprochent les deux os l'un de l'autre et ils compriment l'articulation de la hanche. Donc, quand un muscle se contracte, se raccourcit, ça augmente la pression à l'intérieur de la hanche. Et quand vous frottez le cartilage contre le cartilage avec une pression 10 fois supérieure, ça use 10 fois plus vite le cartilage. Et quand il n'y a plus de cartilage, on dit que vous avez de l'arthrose, on vous propose une prothèse. Donc, là, c'est le lien par rapport à ce que je disais tout à l'heure. On commence à comprendre que c'est vraiment pas forcément très, très bon d'avoir des muscles trop contractés et trop puissants. Vous avez un code génétique qui a été fait pour supporter une pression dans l'articulation. Et cette pression, cette capacité de supporter la pression est reliée aux muscles. Si vous avez une utilisation normale des muscles, vous allez avoir une usure normale de la hanche. Mais si vous faites trop de musculation, vous allez avoir des muscles qui vont être plus puissants qu'il n'est prévu par la nature. Et du coup, les os relativement en muscles ne vont pas tenir le choc sur le plan de la matière. Et donc, ça va user le cartilage et ça va donner ce genre de problème. Et des prothèses de hanche et des trucs comme ça. Et toi, tu peux faire quelque chose pour Cathy? Pour Cathy, alors par rapport à la prothèse de hanche? Alors, si je suis efficace dans l'art de rallonger le tissu, les grands fessiers, les moyens fessiers, les petits fessiers, tous les muscles qui croisent la hanche. Alors, on va parler de la hanche puisqu'il y a un problème de hanche qui est soulevé. Vous savez, les grands professeurs en orthopédie disent que la prothèse de hanche est due elle arrive chez les gens qui sont obèses, qui ont pris trop de poids, qui ont trop mangé. Alors, expliquez-moi pourquoi ces gens-là ont une prothèse à gauche et pas à droite. Alors, ils sont obèses à gauche et puis pas à droite.
Donc ça tient pas la route. C'est pas une explication scientifique. Moi, ce que je prétends, c'est que l'usure de la hanche, elle est due à la rétraction du muscle fessier. Alors, effectivement, si vous avez un muscle fessier gauche qui est rétracté, vous allez avoir une usure à gauche, mais pas à droite. Hein? Et oui, je peux être efficace justement pour les prothèses de hanche parce que j'ai compris comment rallonger les tissus. Mais c'est ce que je vais expliquer à la deuxième conférence, qu'est-ce que je vais adopter comme stratégie, puisque tirer sur un tissu pour le rallonger, ça ne marche pas, eh ben, je vais être obligé de faire autre chose. C'est bien, mais voilà, nous, on a besoin de compréhension. Tout à fait. Puis le but, pourquoi on fait ces conférences, c'est pour vous tous, pour répondre à vos questions. Alors aujourd'hui, avant de rentrer dans les détails de qu'est-ce qu'il faut faire, je voudrais déjà, au moins dans un premier temps, expliquer pourquoi vous avez ces problèmes. Qu'est-ce qui se passe quand un tissu se raccourcit et qu'est-ce que ça donne comme résultat concret sur votre corps physique, comme douleur, comme maladie, etc. C'est ça que je voulais vous proposer ce soir. Oui, bah, c'est parfait, mais on répond entre-temps aux questions. Oui, et puis, bah oui, voilà, tu vas pouvoir le dire quand même. J'aime bien. Non, mais ça va, c'est bon. Mais j'ai bien compris. Ouais. Donc voilà, on est retour sur nos diapos. Donc c'est la suivante. Alors donc, pour comprendre l'impact des hormones de stress, donc on s'est posé la question qui nous sommes, et évidemment on va donc être obligé de faire un peu une allusion à l'ancien paradigme newtonien matérialiste par rapport au nouveau paradigme qui a été ouvert par la physique quantique et qui est plutôt spirituel. Et donc à l'époque de Newton, et il faut savoir que notre médecine officielle repose sur ce concept newtonien qui date d'il y a 200-300 ans quand même, eh bien, Newton disait que nous ne sommes qu'un corps constitué à 100% de matière. D'après Isaac Newton, nous sommes constitués à 100% de matière, et donc il dit, Newton, que l'univers est une machine physique, et que pour comprendre l'univers, il suffit de s'occuper de la partie physique. Il n'est pas nécessaire de se préoccuper de ce qui est invisible, c'est-à-dire l'esprit, on s'en fout, l'âme, on s'en fout, l'énergie, on s'en fout, il n'y a que la matière qui compte. Hein. Alors, il faut savoir qu'avant Newton, il y avait quand même Descartes, et qu'à l'époque de Descartes, l'esprit existait. Il avait sa place. Mais Newton est arrivé après, il a supprimé l'esprit en disant que ça ne servait à rien. Hein. Donc, c'est ça le paradigme matérialiste. Et du coup, ça a donné une médecine matérialiste qui considère uniquement le corps, la matière de matière, et donc qu'est-ce qui peut agir sur la matière? Ben, c'est de la chimie, c'est de la physique, et donc ça a donné notre médecine allopathique officielle actuelle, qui date d'il y a 300 ans. Alors depuis, il y a eu quand même quelques découvertes, et il serait peut-être temps d'évoluer un petit peu. Tout à fait. Voilà. Alors, évidemment, effectivement, on pourrait imaginer qu'on est un petit peu plus qu'un corps. Hein. Quand les bouddhistes parlent de réincarnation, donc ça fait allusion au fait que finalement, nous, c'est comme si quand on parle de réincarnation, de karma, de corps, eh bien, les bouddhistes considèrent le corps comme un véhicule. Et donc, quand je fais une conférence très souvent, je dis aux gens, si vous pensez que quand vous allez sortir de la salle de conférence et rentrer dans votre voiture, vous allez dire, je suis la voiture? Non. Donc, on est beaucoup plus qu'un corps, c'est-à-dire il y a ce que les physiciens appellent la conscience, ce que les mystiques appellent l'âme, c'est deux mots différents qui expriment la même chose, qui est le chauffeur de la voiture, et il y a le corps qui est la voiture, tout simplement. Alors donc, simplement, cette histoire de réincarnation, dans le bouddhisme, fait allusion au fait que le chauffeur peut changer de véhicule et peut changer de voiture. Hein. Donc, ce qui a tendance à démontrer qu'il y a quelque chose de plus que le corps, qu'on appelle le chauffeur et qu'on appelle l'âme ou l'esprit. Éther, ça veut dire quoi? Alors, l'éther aussi, c'est... Alors, les scientifiques, les physiciens parlent de champ de conscience, et l'éther serait un champ. Ok. Voilà. Et donc, j'en parlerai dans la conférence sur la conscience.
Très bien. Alors, donc, bon, par exemple, les gens, on parle souvent de personnes qui ont fait l'expérience de mort clinique, qui sont revenus dans leur corps, mais ils disent tous la même chose. Quand mon corps était mort, je continuais de vivre. Alors, qui est-ce qui continuait de vivre quand le corps était mort? Hein? Ça veut dire qu'on est bien plus qu'un corps. Et puis, en plus, nos physiciens disent que si on regarde en termes de poids, nous, êtres humains, nous sommes constitués à 70% d'eau. Ça, c'est en termes de poids. Mais en termes de molécules, nous sommes constitués à 90% d'eau, en termes de molécules. Et 90% d'eau, dans l'eau, il y a H2O. Donc, en fait, l'atome le plus considérable dans notre corps, c'est l'hydrogène. Eh bien, si on étudie un atome d'hydrogène avec la nouvelle physique, on voit que dans l'atome d'hydrogène, il y a 0,00001% de matière, qui est le proton, et 99,9999% de vide. Alors, ça change un peu de ce que dit Newton, puisqu'il disait qu'on était 100% de matière. Eh bien, nos nouveaux physiciens disent qu'on est 0,0001% de matière, et que ces 0,0001% de matière ne sont qu'une expansion du vide, ce qui revient à dire que nous sommes 100% de vide. Alors, ça change un peu les données du problème. Alors, parce qu'évidemment, quand Newton dit que nous sommes 100% de matière, il prétend que comprendre la matière va suffire pour soigner un être humain et résoudre tous ses problèmes. Hein? Mais apparemment, là, nous ne sommes pas de la matière, nous sommes du vide. Alors, puis la deuxième chose qui est importante de savoir, c'est qu'on pensait que dans le vide, il n'y avait rien, mais qu'on s'est rendu compte que le vide, il est plein. Plein de quoi? Plein d'énergie, plein d'informations, mais c'est énorme, l'énergie qu'il y a dans le vide. Hein? Alors, je ferai une conférence là-dessus, mais c'est simplement juste pour comprendre l'impact du stress sur notre corps. C'est intéressant parce que du coup, on peut travailler sur l'être, l'âme, l'esprit, encore mieux que sur le corps. On peut avoir des résultats beaucoup plus forts. Oui, c'est ce que je vais démontrer dans mes conférences à venir. Hein? Les stratégies que j'ai prises. Déjà, il faut agir sur le champ de conscience que l'on souhaite traiter. Et puis après, on pourrait agir sur le champ de conscience avec de la chimie, mais non, c'est avec des ondes électromagnétiques. Et puis on pourrait agir en donnant des ondes électromagnétiques, mais avec des machines, mais non, c'est avec la conscience. Donc, après, il faut que le corps, faut quand même que le corps, donc la matière, soit en bon état, quand même. Enfin, je veux dire en état je comprends pas qui puisse recevoir. Non, je pose des questions. Ouais. Si le corps est complètement délabré, il faut quand même il peut y avoir des douleurs, mais il faut peut-être qu'il y ait une stabilité quelque part pour pouvoir aider, non? C'est-à-dire que ce que je prétends, moi, et ce que je démontre, c'est qu'on va pouvoir avoir un impact considérable sur la matière à condition d'agir en tant que conscience, champ de conscience, sur le champ de conscience de l'organe. Et là, on va complètement transformer la matière. Hein? Il faut savoir que l'être humain est une conscience créatrice et que par le simple fait qu'il observe, il va créer la matière. Donc très bien. Là, on est dans la physique quantique, mais ça me va. On est déjà un peu en avance. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, très bien. Ok. Alors donc, on est pratiquement que du vide. Et donc, ce serait peut-être intéressant de savoir ce que c'est que le vide, comment ça fonctionne, etc., si on veut comprendre ce que c'est qu'un être humain. Et donc, bon, ça va nous amener... alors là, on voit que l'espace n'est pas vide, mais il est plein. Alors, c'est tous les grands physiciens. John Archibald Muller, c'était quand même un collaborateur de Einstein. David Bohm, on ne le présente pas. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dans le vide? Il y a de l'énergie. Et le vide, il a une densité infinie. Et quand on renormalisait, ça donne 10 avec puissance 94 grammes par centimètre cube. C'est énorme. Si tu as un compte bancaire et que tu as 10 euros sur ton compte bancaire, c'est pas mal, c'est 10. Mais si tu as 10 puissance 2, c'est 100 euros quand même. Ah oui. 10 puissance 3, c'est 1000 euros. 10 puissance 4, c'est 10 000. Mais quand tu as 10 avec 94 zéros, ça représente une sacrée somme quand même. Donc ça représente... Alors 10 avec 94 zéros, grammes par centimètre cube. Ça veut dire que si tu calculais, si tu prenais toute la matière de l'univers et que tu la compactais, mettais dans un énorme compacteur pour la réduire à 1 centimètre cube, eh bien, ça pèserait 10
puissance 55 grammes. Mm. C'est-à-dire que dans 1 centimètre cube de vide, tu as plus de masse que dans toute la matière de l'univers. Alors, on va peut-être montrer les gestes que tu fais en même temps pour que les gens aient de la compréhension, parce que ça, c'est un... Je parle avec les mains. Ouais, c'est pas évident à comprendre pour tout le monde. Donc, Ouais. tu peux nous expliquer juste... Alors, si tu essayes de voir combien il y a de grammes dans 1 centimètre cube de vide. Donc, 1 centimètre cube de vide. 1 centimètre cube de vide, c'est tout petit. Voilà. Eh bien, tu as 10 avec 94 grammes. C'est énorme. Oui, mais alors là, il faut vraiment que tu nous fasses une image parce que... Ben écoute, si tu veux savoir quel est le poids de toute la matière de l'univers, c'est 10 avec 55 grammes. D'accord. Ça représente tous les donc objets compacté physiques. Comme si ça. tu les compactes dans 1 centimètre cube, eh bien, tu obtiens 10 puissance 55 grammes par centimètre cube. Ok. Donc, ça fait beaucoup d'énergie. Alors, donc, c'est E égale mc2. C'est Einstein qui l'a dit. C'est la masse est proportionnelle à l'énergie. Et donc, ça veut dire que dans le vide, il y a une énergie, mais incroyable. C'est-à-dire qu'avec 1 centimètre cube de vide, tu fais vivre 1 centimètre cube de vide, toute l'énergie qu'il y a dedans, tu fais vivre l'humanité pendant des milliers d'années. Mm. C'est pour ça qu'on est très intéressé par l'énergie du vide. Mm. Mais ça n'intéresse pas tout le monde qu'on s'intéresse à l'énergie du vide. On est d'accord. Voilà. Donc, c'est pour comprendre un petit peu que, bon, ce que j'ai montré comme modèle matérialiste, c'est un petit peu désuet par rapport à toutes ces nouvelles découvertes. Oui. Hein? Donc là, du coup, ça c'est l'épigénétique et Bruce Lipton. Si tu veux qu'on reprenne le diaporama. Oui, mais bon. Est-ce que tu crois que c'est important de montrer le diaporama quand il n'y a pas d'image? Non, alors, bon. Comme ça, nous, on l'explique et on a notre visuel, c'est peut-être plus parlant. Moi, je suis parti sur... Ah, voilà. Écoute, moi, je pense que si on veut avoir le temps d'expliquer quand même, ce qui est important, c'est que les gens comprennent d'où viennent leurs problèmes avant qu'on cherche une solution pour résoudre ces problèmes. Et donc, le thème de ce soir, c'est comprendre d'où viennent ces problèmes. Donc, il faut que tu en défiles plein. Ouais. Pas de souci, j'ai compris. Donc, on va comprendre d'où viennent ces problèmes. Alors, donc, puisque les problèmes viennent des raccourcissements des tissus, eh bien, à un moment donné, je me suis mis devant des planches d'anatomie pour essayer à méditer et à dire qu'est-ce qui se passerait si tel tissu se raccourcissait, qu'est-ce qui se passerait si tel autre tissu se raccourcissait. Donc là, j'étais dans l'intuition, dans l'imagination, etc. Et puis après, dans un deuxième temps, je suis allé vérifier si ce que j'avais déduit, c'était bien pratique. Et j'ai mis au point ce que j'appelle le toucher quantique, dont je parlerai un peu plus tard, qui me permet d'aller vérifier toutes les cellules. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, tous les tissus du corps humain se rétractent, et pas que les muscles. Hein? Bon, les fascias, maintenant, on a des preuves que les fascias se raccourcissent beaucoup plus. Il faut savoir qu'une cellule du fascia, quand elle est soumise à des hormones de stress, diminue de 50% de volume. Alors, si toutes les cellules l'une à côté de l'autre diminuent par 2, ça fait des tissus qui se rétractent beaucoup. Et la rétraction, les tensions que les gens ressentent sur eux, c'est les fascias. Et donc, qu'est-ce qu'on a comme fascia principal? On a le péricarde. Hein? Mais c'est vrai pour les fascias, mais c'est vrai pour tous les tissus, c'est-à-dire les poumons se rétractent, le cerveau se rétracte, les artères se rétractent, tous les tissus du corps humain. Et donc, là, ce que je voulais simplement montrer ce soir, c'est comment, quand ces tissus se rétractent, et là, je l'ai vérifié, moi, avec le toucher quantique, et comment le fait que les tissus se rétractent, qu'est-ce que ça donne comme pathologie d'origine mécanique, puisque là, on est encore dans la matière. Hein? Alors après, il y a d'autres pathologies qui sont d'origine informationnelle, ça c'est un autre chapitre, mais là, ce soir, on va voir plutôt l'aspect mécanique des choses. Hein? Alors, par exemple, on voit ici, vous voyez que le cœur, il est blanc parce qu'il est entouré justement d'un fascia qu'on appelle le péricarde. Et il faut savoir que le péricarde, c'est le premier tissu à se rétracter quand il y a des hormones de stress dans le sang. Et donc, quand il se rétracte, tu peux me montrer moi parce que là, je vais... Ah, on va te montrer toi, tu vas parler avec les mains aussi. Je vais parler avec les mains. Hop, voilà. Voilà. Donc, je parle avec les mains. Imaginons que ça, c'est le cœur.
Et vous avez autour l'enveloppe du péricarde qui est là pour protéger le cœur, n'est-ce pas? Et donc, le cœur, lui, il est à l'intérieur du péricarde et il glisse à l'intérieur du péricarde grâce à des feuillets pariétaux et viscéraux. Donc, c'est lubrifié, donc ça permet le glissement. Ça, tout se passe bien jusqu'au jour où vous êtes stressé. Et dès que les hormones de stress arrivent, clac, ça rétracte le péricarde. Et du coup, ça continue de frotter, mais du coup, ça frotte beaucoup plus fort. Et donc, les forces de friction sont largement supérieures. Et du coup, ça irrite les tissus. Et les tissus vont produire un liquide qu'on appelle l'inflammation. Et il va se constituer des poches liquidiennes entre le cœur et le péricarde qui sont extrêmement douloureuses, qui vont vous amener à consulter un cardiologue qui va vous dire que vous avez une péricardite. Et donc, qu'est-ce que font les cardiologues? Eh bien, ils vont faire une ponction, c'est-à-dire une piqûre, pour aspirer le liquide, ces poches liquidiennes qui sont tellement douloureuses. Ce faisant, ben, ils traitent la conséquence qui est l'inflammation, mais pas la cause qui est la rétraction du tissu. Et toi, tu traites la cause? Alors, moi, je traite la cause. Si j'arrive à rallonger du tissu, j'arrive à faire lâcher un péricarde et du coup, la péricardite disparaît. Non pas parce que j'ai retiré le liquide, mais parce que j'ai retiré la cause de la production de liquide. Hein? Donc, si on arrive à rallonger, eh bien, il n'y a plus de frottement et à ce moment-là, il n'y a plus de production de liquide inflammatoire. S'il n'y a plus la cause, je traite la cause. Tout ça. Super. Hein? J'ai juste une question d'Agnès qui dit: abordez-vous le cerveau ce soir? Alors, le cerveau, peut-être ce serait bien que vous précisiez vos questions sur le cerveau parce que je peux peut-être y répondre comme ça très rapidement. Mais donc, effectivement, dans le protocole de libération holographique du cœur péricarde, je vais aller scanner chaque partie du cerveau grâce au toucher quantique. Hein. Donc, on sait bien qu'avec des mains physiques, je ne peux pas toucher mon cerveau parce que entre mes doigts et le cerveau, ben, il y a l'os du crâne. Et avec le toucher quantique, je vais pouvoir aller toucher chaque zone du cerveau et savoir lesquelles sont rétractées ou pas. Vous savez, dans la vie, il y a des prises de tête. Et quand on a des prises de tête, ben, ça se rétracte. Et quand le cerveau se rétracte, ben, il met les os du crâne en lésion ostéopathique. Alors évidemment, si on va remettre les os du crâne en place et que le cerveau est toujours rétracté, eh bien, quelques minutes après, le cerveau va remettre les os du crâne de travers. Donc, je suis en train d'expliquer que la rétraction des tissus, c'est la cause des lésions ostéopathiques. Alors, c'est bien de traiter les lésions ostéopathiques, ça, c'est l'ostéopathie, mais il faut traiter la cause avant. Si un tissu se raccourcit et tire sur un os et le met de travers, si vous remettez l'os en place et que le tissu retire pour le mettre de travers, ça ne sert à rien. Il faut d'abord rallonger le muscle, la cause, on traite la cause, puis après, on remet l'os en place et là, ça tient. Voilà, un peu le principe. Super. Alors, tu vois, Agnès, elle a précisé, elle a dit, donc, est-ce le même phénomène pour les tendinites genoux-coudes, déjà? Alors bon, tendinite, c'est autre chose. Alors ça arrive assez souvent, une tendinite, quand il y a une lésion ostéopathique, oui, mais ça arrive aussi pour les gens qui surmènent, c'est-à-dire, vous faites de la musculation. Le tendon, il est fait pour supporter une traction, admettons, je ne sais pas moi, de 30 kilos pour le quadriceps. Donc, le quadriceps, il a été fait en proportion du tendon. Si le tendon, génétiquement parlant, il est fait pour résister à 50 kg de traction, eh bien, le muscle, génétiquement, il est fait pour tirer à 50 kg de traction maximum. Puis, pour une mode quelconque, vous faites de la musculation et votre quadriceps, il tire à 60 kg. Et donc, il tire à 60 kg sur un tendon qui, lui, ne peut résister qu'à 50 kg de traction. Et du coup, ça donne des tendinites. Très bien. Alors, merci pour la réponse. Voilà pourquoi Yannick Noah avait sans arrêt des tendinites. D'accord. Parce qu'il faisait beaucoup de musculation. Et donc, Agnès, toujours qui dit cerveau égale douleur occiput, douleur neuro après choc violent, sans explication physique. Alors, attends, il faut que j'essaye de déchiffrer. Cerveau. Alors, faudrait préciser là. Là, pour moi, c'est. Il y a peut-être des mots raccourcis. Ouais, posez une question précise parce que là, je ne sais pas ce que vous voulez dire, tout simplement. Voilà, donc. Bon, de toute façon, la plupart des douleurs au niveau du crâne sont dues aux lésions ostéopathiques. Le problème, c'est que
Ce crâne se met en lésion ostéopathique parce que le péricarde et le diaphragme et un ligament qui va jusqu'au crâne se rétractent. Donc c'est la corde de l'arc. Si la corde de l'arc se rétracte, eh ben, ça va tirer en haut et ça va mettre les os du crâne de travers. Alors ça, je vais le montrer justement ça. Mais c'est intéressant que tu l'aies montré comme ça, ouais. en physique. D'accord. Tu vois, parce que les graphiques, ça parle à certaines personnes, ouais. Et d'autres, ils aiment bien avoir l'humain. Donc on mélange un peu les deux. Et puis en plus, ça donne des syphoses. Ouais. En plus. Voilà. Donc, est-ce qu'elle a amélioré la question? Non. Tout à l'heure, il y avait une personne qui disait est-ce que tu viendras en Alsace? Si on m'invite, pourquoi pas, oui. Donc, ça veut dire qu'il faut prévoir un petit groupe ça veut dire quoi? Alors, donc déjà, si on veut m'organiser une conférence, volontiers, et pourquoi pas un jour ou deux de consultation. Encore mieux, si vous voulez m'organiser un stage, c'est très bien, mais il faut la salle, mais il faut les élèves avec aussi. Hein. Voilà, donc tu te déplaces sur demande. Je me déplace sur demande. Si vous avez une association, un réseau suffisamment important, c'est possible. Ok. Comme à Paris, d'ailleurs, là, tu es au salon, mais du coup, les jours qui suivent, tu donnes des consultations pour ceux qui sont à Paris. Alors, j'ai 4 jours de consultation plein. Donc là, il reste 2-3 places. C'est pratiquement tout pris, mais il reste encore 2-3 places pour certaines personnes qui seraient intéressées. Bon, bah, ils te contactent par mail. Alors ça, c'est des consultations d'1 heure. Hein. Par contre, sur le salon, je donnerai des petites consultations de 10 minutes, mais en 10 minutes, on peut faire beaucoup de choses. Oui, comme tu le sais. Comme je le sais très bien, je l'ai vécu en Suisse. Voilà. Alors, donc Agnès, elle a clarifié sa question. Pour ma question sur le cerveau, il y a douleur au cerveau au niveau de l'occiput, arrière droit. Tous les examens au niveau physique sont OK. Ah ben oui, mais oui, tout à fait. Vous avez une douleur dans la région occipitale. Alors, est-ce que c'est l'occiput? On n'en sait rien. Ça peut être des condyles occipitaux, ça peut être les muscles entre l'occiput et les cervicales. Ça peut être des vertèbres cervicales hautes qui sont en lésion ostéopathique. Ça peut être tout ça. Donc, bon. C'est pas assez précis. Mais tout ça, je traite en libération holographique du cœur péricarde sans aucun problème. Okay. Voilà. Une dernière question. Qu'est-ce que le toucher quantique? Je vais faire une conférence là-dessus. Donc, dans le toucher corporel, c'est mon corps qui touche le corps de quelqu'un. Ça, c'est bien, mais le problème, c'est que si je veux sentir ton épaule, il faut que je déplace ma main jusqu'à ton épaule. Puis si tu es à 50 000 km, il faut que je prenne un avion pour aller toucher ton épaule. Donc, c'est quand même limité. Si en plus, je veux sentir ton cerveau, je ne peux pas parce que je suis bloqué par le crâne. Si je veux toucher tes artères coronaires, je ne peux pas parce que je suis bloqué par le sternum. Donc ça, c'est le toucher matérialiste physique. C'est ce qu'apprennent tous les médecins, toutes les infirmières, tous les masseurs et des trucs comme ça. Et donc, comme c'était limité, je me suis dit que ce serait quand même intéressant. Quand j'ai découvert que ce n'était pas mon corps qui devait agir sur un corps, mais ma conscience qui devait agir sur le champ de conscience, eh bien, je me suis dit, il ne faut plus que ce soit le corps qui touche le corps, mais il faut que ce soit la conscience qui touche la conscience. Hein? Et notamment, quand une conscience touche une autre conscience, pour créer l'unité entre deux consciences, créer un phénomène qu'on appelle un phénomène de résonance qui permet à l'information de passer. L'intérêt, c'est que je vais développer le toucher quantique dans une conférence particulière, mais c'est qu'au lieu de me déplacer avec mon corps pour toucher le champ de conscience, j'appelle le champ de conscience qui vient dans mes mains. Toucher la conscience ma conscience qui est dans mes mains. Donc, avec ma conscience, j'habite mes mains et j'appelle dans mes mains la conscience de l'organe que je souhaite traiter. Mais si votre organe il est à 10 000 km, je peux l'appeler de la même manière. Pourquoi? Parce qu'on est dans la physique quantique et on sait très bien que les choses ne sont pas locales. Il y a le phénomène d'intrication qui a été démontré par Alain Aspect, etc., dont j'ai parlé déjà, et dont je reparlerai en physique quantique. D'accord, très bien. Donc, on continue. On continue. Donc, je repartage l'écran. J'ai vu qu'il avait mis pas mal de commentaires aussi, Know Why. Hop, alors, partage d'écran. Il faut qu'on arrive, ça fait déjà 1 heure, donc j'espère qu'on ne vous perd pas et que c'est intéressant pour vous. Alors maintenant, on va peut-être passer aux choses concrètes. Voilà. Donc, vous voyez qu'au-dessus du cerveau, ici, ça s'appelle le thymus, c'est une glande endocrine qui correspond pour les gens. Le cerveau?
Non, Du ça, cœur, au-dessus du cœur, tu veux juste dire? au-dessus du cœur, ça s'appelle ici le thymus. Hmm. Hein. Et le thymus est une glande endocrine qui gère le chakra 4, le chakra du cœur. Hmm. Donc, quand il y a des hormones de stress, les cellules du thymus se rétractent. Et du coup, le thymus ne fonctionne plus. Hein. Or, le thymus s'occupe de toute la région du chakra du cœur, donc du cœur, mais aussi, d'après la médecine officielle, s'occupe de tout ce qui est défense immunitaire. Ce qui fait que quand vous avez, ça explique le pourquoi, quand vous êtes stressé, vos défenses immunitaires chutent. Pourquoi vous attrapez un rhume pour un oui, pour un non. Hein. Voilà. Ok. Alors donc, ce thymus se rétracte et donc ça donne donc si vous avez dans votre vie une chute des défenses immunitaires, si vous attrapez un rhume pour un oui, pour un non, c'est très probablement dû aux hormones de stress. Et puis bon, c'est vrai que aimer quelqu'un avec un chakra du cœur fermé, c'est pas facile. Donc on a peut-être intérêt à ouvrir un chakra du cœur si on a envie de pouvoir aimer. Hein. Ok. Alors là, dans cette diapo-là, on a découpé le péricarde qui est autour du cœur, qui est blanc, pour vous laisser voir le cœur à l'intérieur. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on pensait que le péricarde s'accrochait juste au-dessus du cœur. Là. Mais vous voyez que non, il s'accroche plusieurs centimètres au-dessus du cœur, sur les gros tuyaux qui sortent du cœur, et notamment ce gros tuyau rouge, là, qui est l'artère aorte. Pourquoi c'est intéressant? Eh bien parce que quand vous avez un choc émotionnel et que le péricarde se rétracte, il tire sur les parois de l'artère aorte. Or, dans les parois de l'artère aorte, vous avez des cellules particulières qu'on appelle baromécanoréceptrices qui règlent la pression artérielle et le rythme du cœur. Ce qui fait que quand vous êtes stressé et que le péricarde se rétracte et tire sur les parois, ça stimule ces baromécanorécepteurs, ça dérègle la pression artérielle et ça dérègle le rythme du cœur. Et vous avez de l'hypertension et vous avez tous les troubles de rythme du cœur connus, des palpitations, de la tachycardie, ça bat trop vite, de la bradycardie, ça bat pas assez vite, de l'arythmie, ça bat dans n'importe quel sens, des extrasystoles, il y a plusieurs contractions par cycle, etc. etc. Bref, évidemment, si vous êtes un homme et que vous avez de l'hypertension et qu'on vous donne par exemple des bêta-bloquants, mais il faut savoir que quelques semaines après, vous ne pouvez plus bander, ce qui est quand même un peu dommage pour vous et pour votre femme. Donc, il y a peut-être d'autres manières de régler ces problèmes et on s'aperçoit que si on arrive à rallonger le péricarde, eh bien, on arrête de tirer sur les parois de l'artère aorte, on arrête de stimuler les baromécanorécepteurs et assez souvent, on voit quand même des hypertensions disparaître, pas tout le temps, mais assez souvent, et des troubles du rythme cardiaque qui disparaissent. J'ai des personnes, moi, donc j'habite la Suisse, j'ai une personne qui habitait Paris, qui venait me voir régulièrement, et qui a fait faire, donc qui avait des extrasystoles, je ne sais pas combien de milliers par jour. Donc elle a fait enregistrer ces extrasystoles avant de venir me voir, et puis elle est venue me voir et elle les a enregistrées en rentrant à Paris. Et donc, on a assisté à une chute spectaculaire des extrasystoles. Waouh. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose de concret. Mm. Voilà. Alors, donc, on va continuer. Là, simplement, vous voyez qu'on a retiré le cœur et le péricarde pour vous montrer le diaphragme. Ça, c'est la partie musculaire. Et puis, il y a au milieu le centre phrénique, qui est un fascia. Et le péricarde s'accroche juste là. Ce qui fait que quand le péricarde se rétracte, il tire sur le péricarde. Et du coup, ça va donner des choses. On va se retrouver là sous le péricarde. Et donc, quand on est sous le péricarde, c'est sous le diaphragme, pardon. Vous voyez que le diaphragme, c'est un grand muscle qui nous coupe en deux. Au-dessous du diaphragme, il y a l'abdomen. Au-dessus du diaphragme, vous avez le thorax. Bien. Et le diaphragme, quand il se contracte, il joue le rôle de piston. Bien. Eh bien, il faut savoir qu'il y a quand même 3 gros tuyaux qui passent du thorax à l'abdomen. Et que pour que ces tuyaux passent, il faut des trous. Et donc, ici, vous avez le premier trou par lequel passe la veine cave inférieure. C'est le tuyau qui amène le sang veineux du bas du corps vers le cœur. Eh bien, quand le diaphragme se rétracte à cause des hormones de stress, ça veut dire que le trou diminue de diamètre. Ça veut dire que ça étrangle la veine cave inférieure et que du coup, le sang veineux ne peut pas remonter au cœur. Et il stagne en bas dans les pieds, dans les jambes. Et vous avez des varices, vous avez des hémorroïdes, vous avez les jambes lourdes. Alors, on va vous donner des bas de contention, mais je dis ce serait peut-être mieux de rallonger le tissu qui est là
pour redonner le diamètre normal et arrêter d'étrangler cette veine cave. Et là, comme par enchantement, tous ces problèmes disparaissent. Mais tout le monde devrait entendre ça, quoi. Eh ben, Parce qu'on ne sait pas qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de ça. ben oui, exactement. Alors, vous allez voir, c'est pour ça que je vous explique quels sont vos problèmes. Alors, les problèmes, c'est que vous avez du stress et que ça, il y a des hormones de stress. Et le problème des hormones de stress, c'est tout ce que je suis en train de vous expliquer. Donc, c'est vraiment tous les problèmes que vous avez. Donc, que vous sachiez au moins quels problèmes vous avez et à quoi ils sont dus. Hein. Alors là, je n'ai pas fini. Vous voyez, le deuxième trou, c'est par là que passe l'ésophage. C'est ce qu'on appelle le hiatus œsophagien. Ben, l'ésophage, il s'accroche sur le cervical, puis il descend, il passe à travers le diaphragme et en dessous, il se continue par l'estomac. Comme il s'accroche sur les cervicales, si l'ésophage se rétracte à cause des hormones de stress, ça veut dire que l'estomac monte. Oui, d'accord, mais quand l'estomac monte, il pousse le diaphragme vers le haut. Hein, et du coup, il y a une relation crispée entre le diaphragme et l'estomac. Et vous savez, c'est le problème de plexus solaire quand ça vous fait mal dans le ventre. Hein, on appelle ça avoir les boules. Hein. Donc ça, c'est les angoisses que vous avez. Et donc, il faut savoir que si l'ésophage se rétracte encore plus, eh bien, l'estomac passe à travers le trou du diaphragme et remonte au-dessus. On appelle ça une hernie hiatale. Et quand vous avez l'estomac qui remonte au-dessus du diaphragme, hernie hiatale, eh bien, l'acidité de l'estomac remonte dans l'ésophage, donc il y a des reflux, et ces acides peuvent provoquer des crises d'asthme. Donc, tout simplement parce qu'il y a une rétraction due à des hormones de stress. Alors là, je continue, c'est pas tout. Vous avez le troisième trou par lequel passe ce gros tuyau rouge qui est l'artère aorte. Donc, l'artère aorte, c'est le tuyau qui amène le sang artériel du cœur vers le bas du corps. Et vous voyez qu'autour du trou, il y a un ligament blanc, là, ici, qu'on appelle le ligament archémédian. Eh bien, les hormones de stress vont faire rétracter ce ligament qui va étrangler l'artère aorte. Alors, il va y avoir plusieurs conséquences, puisque le sang va du haut vers le bas. Si vous étranglez l'artère aorte au niveau du diaphragme, eh bien, toute la partie qui est au-dessus de l'étranglement va gonfler. Ce qui se passe quand vous gonflez une chambre à air, à un moment donné, si vous la gonflez trop, qu'est-ce qui se passe? Ben, ce coup, il y a une hernie. C'est un point faible. Hein, et si vous continuez de gonfler, qu'est-ce qui se passe? Ben, la chambre à air, elle explose au niveau de la hernie, au niveau du point faible. Alors, ce qu'on appelle une hernie sur une chambre à air, ça s'appelle un anévrisme en termes cardiologiques. Hein, et si vous avez un anévrisme avec la pression artérielle qui monte, eh bien, ce qu'on appelle une rupture d'anévrisme, c'est la mort dans les secondes qui suivent. Si bien que les gens qui ont des anévrismes ont une épée de Damoclès au-dessus de la tête parce qu'ils peuvent mourir à tout moment s'ils ont la pression qui augmente. Alors, tout ça, on pourrait l'éviter si tout ça à cause de ce petit ligament qui étrangle l'artère aorte et à cause des hormones de stress. C'est quand même dommage. Donc ça, c'est pour ce qui se passe au-dessus. Mais en dessous de l'étranglement, si le diamètre diminue, ça veut dire que le débit sanguin diminue et que tout ce qui est en dessous de l'étranglement, tous les organes qui sont nourris par les artères en dessous de l'étranglement, ne sont moins bien nourris. Hein, et notamment, vous avez, si on peut revenir sur le schéma. Voilà. Vous voyez qu'ici, on a coupé 2-3 tuyaux, c'est ce qu'on appelle le tronc cœliaque. Le tronc cœliaque, c'est un tronc commun qui va envoyer une artère au foie, une artère à l'estomac, une artère au pancréas. Ben, si vous avez non seulement le ligament arché qui se rétracte et qui étrangle l'artère, mais si en même temps l'artère diminue de volume et que les artères diminuent de volume, ça veut dire que le foie ne reçoit plus assez de sang. Et vous avez toutes les maladies du foie connues, simplement pour une cause mécanique. Hein. Et si le sang n'arrive plus au niveau du pancréas, vous vous retrouvez avec un diabète. Et s'il n'arrive plus au niveau de l'estomac, vous avez des ballonnements, des reflux et tous ces problèmes-là. Hein. Et tout ça, ça c'est des problèmes que tout le monde a. Et puis, vous voyez ces artères qui partent juste sous le diaphragme, ce qu'on appelle les artères sous-diaphragmatiques, c'est des tuyaux qui amènent le sang artériel aux glandes surrénales. Or, les glandes surrénales, c'est ce qui réagit au stress. Et du coup, si le diamètre diminue, les surrénales n'ont pas assez de sang, elles ne fonctionnent plus, vous ne pouvez plus faire face au stress et vous avez la fatigue chronique. Ça peut aller jusqu'au burn-out, tout simplement parce qu'il y a des hormones de stress qui ont
provoquer une vasoconstriction de ces artères sous-diaphragmatiques. Ah, c'est très intéressant tout ce que tu dis. Tout ça, c'est les hormones de stress. Donc, c'est incroyable les conséquences que ça peut avoir, les hormones de stress. Voilà. Et puis, vous voyez ici le diaphragme, ici, la partie musculaire, c'est ce qu'on appelle les piliers du diaphragme. Donc, je vous rappelle qu'au-dessus du diaphragme, vous avez le péricarde qui se rétracte. Donc, quand il se rétracte, il tire sur les piliers du diaphragme. Mais les piliers du diaphragme eux-mêmes se raccourcissent avec les hormones de stress. Et du coup, ça tire tellement fort sur les vertèbres, puisque les piliers du diaphragme s'accrochent sur les vertèbres lombaires. Donc, il faut éviter les causes du stress, quoi. Bah, ça, sérieusement. Bah, ce serait peut-être intéressant qu'on rentre dans une prise de conscience que le respect et l'amour, c'est quelque chose de fondamental. Et de s'entourer des bonnes personnes, de faire un travail qui nous plaît. Et de créer un environnement sain. Favorable. Favorable. Hein. Alors, ça, c'est pour que nos cellules puissent fonctionner correctement. Et pour qu'on puisse être en bonne santé et en pleine forme. Alors, quand vous avez donc le péricarde et les piliers du diaphragme qui se raccourcissent, ça tire tellement fort sur les vertèbres que ça les fait creuser, on appelle ça une lordose diaphragmatique. Et si ça tire trop fort, ben ça met les vertèbres en luxation. C'est ce que les ostéopathes appellent lésion osteopathique. Et quand la vertèbre est en lésion osteopathique, ben vous avez des lombalgies, vous avez des cruralgies, vous avez des sciatiques. Hein? Je suis en train de vous expliquer que la réattraction des tissus mous due aux hormones de stress, c'est la cause des lésions osteopathiques. Donc c'est la cause de toutes les douleurs que vous avez dans le corps. Alors, juste, est-ce que c'est possible pour toi qu'on ne mette pas le diapo parce que oui. Pour expliquer, parce que toi, en fait, tu parles beaucoup avec les mains et je pense que c'est... Attends, j'ai pas d'origine italienne. Je pense que c'est plus représentatif pour les gens de voir là où ça se situe. Peut-être que le graphique, ils pourront peut-être le voir sur ton site. Et on ne pourrait pas faire moitié image et moitié... on peut faire ça quand tu es à distance. Ah oui, d'accord. Mais quand on est tous les deux là... Ok, pas de problème. Voilà. Donc, je continue. Après, dites-moi, vous, ce que vous préférez. Si vous préférez le voir parler avec les mains, que je sache pour les prochaines conférences comment organiser, ou si vous voulez les graphiques avec tous les détails. Il n'y aura pas toutes les conférences, il n'y aura pas des schémas d'anatomie à toutes les conférences. D'accord. Ça, c'est vraiment la seule conférence où je montre des schémas. Mais je pense que c'est intéressant, les schémas, parce qu'il y en a quelques-uns qui sont animés, qui permettent de mieux comprendre ce qui se passe. Alors, on repart sur les schémas. Attends, on va... Alors... C'est juste pour savoir ce que vous avez besoin et ce qui est plus compréhensible pour vous. Voilà. Donc, c'est celui-ci. Voilà. Donc, vous voyez ici qu'on a coupé l'artère aorte. Ici, on l'a coupé pour vous laisser voir les fils jaunes qui passent sous la crosse aortique. Ces fils jaunes, c'est ce qu'on appelle les nerfs orthosympathiques. Alors, il faut savoir qu'ici, vous avez le péricarde. Et que quand le péricarde se rétracte, ça veut dire que la périphérie du péricarde se rapproche du centre. Ça veut dire que la partie supérieure du cœur descend. Quand la partie supérieure du cœur descend, ça tire sur la crosse aortique qui descend aussi. Et quand la crosse aortique descend, eh bien, ça tire sur ces nerfs orthosympathiques. Or, les nerfs orthosympathiques, c'est eux qui déclenchent la sécrétion d'hormones de stress. Ah là là. Et quand vous avez des hormones de stress, vous êtes sur le mode survie, c'est-à-dire vous défendez votre peau, et de deux manières, soit en fuyant, soit en attaquant. Autrement dit, vous êtes dans un comportement de guerre. Autrement dit, les hormones de stress, nous sommes des êtres d'amour, et quand nous sommes stressés, nous, êtres d'amour, fonctionnons dans la guerre. Parce qu'on est enfermé dans une prison anatomique qui nous contraint à avoir un comportement de guerre. Donc, les hormones de stress dans le sang, c'est un comportement de guerre. Donc, si on veut que les gens s'entretuent les uns les autres, il suffit de les stresser. Bah, c'est ce qu'on fait en ce moment en France. On les stresse pour qu'ils se comportent comme ça. Mais c'est pas qu'en ce moment, ça existe depuis. Oui, voilà, mais là, c'est un petit peu plus visible. Ouais, mais Machiavel, déjà à l'époque, il avait compris ça. Hein, voilà, on peut passer à la suite. On passe à la suivante. C'est très intéressant de faire ces interviews conférences avec toi. Alors, vous voyez, là, justement, là, on voit le truc. Alors, si tu peux passer de l'une à l'autre pour voir l'animation, on voit la différence. Voilà. Voilà la rétraction. Ah oui. Ça, c'est la normale. Ça, c'est la rétraction. Voilà ce qui se passe dans votre corps quand vous avez des hormones de stress. Voilà. Donc, quand vous stressez quelqu'un, c'est ça que vous lui faites. Ouais, il faut vraiment avoir une communication correcte envers la personne. Et quand vous vous laissez stresser, c'est ça que vous vous faites. Ah ouais, non, on ne se laisse plus stresser.
Alors, donc, la suivante. Donc, on est sur le même principe. Ici, vous avez le cœur. Ici, vous avez la crosse aortique. Et ici, vous avez ce qu'on appelle le tronc brachiocéphalique. Pourquoi? Parce qu'il y a un tronc pour le bras et un tronc pour le cerveau. Voilà pourquoi on l'appelle brachiocéphalique, qui se sépare en une artère carotide pour le cerveau et une artère sous-clavière qui va elle aussi se séparer avec l'artère vertébrale qui va dans le cerveau. Et ici, l'artère mammaire interne, celle qui va donner au niveau du sein. Donc, vous voyez ici, il y a ce qu'on voit en jaune, c'est des petits sacs dans lesquels il y a des neurones. On appelle ça des ganglions cervicaux. Donc, le ganglion cervical supérieur, le ganglion cervical moyen, et ici le ganglion cervical inférieur qu'on appelle aussi ganglion stellaire parce qu'il a la forme d'une étoile. Et donc, dans cette poche, vous avez des neurones. Vous savez, les neurones, c'est des cellules nerveuses, et ces cellules nerveuses, elles ont un axone, c'est-à-dire un fil. Hein? Eh bien, ici, vous avez les cellules, et puis les fils sont dans la boucle. Et ça donne une boucle. Hein? Et l'artère sous-clavière passe dans cette boucle. Hein? Donc, on appelle ça, la boucle, on l'appelle l'anse sous-clavière. Hein? Et donc, vous avez ici l'artère sous-clavière qui a été coupée, qui passe à l'intérieur de la boucle. Mais regardez, quand vous avez des hormones de stress, le péricarde se rétracte, donc le cœur descend. En plus, l'artère se rétracte et donc elle descend. Mais en plus, le tronc brachiocéphalique ici se rétracte et donc il fait descendre l'artère sous-clavière. Et quand il fait descendre l'artère sous-clavière, ben, elle est étranglée, comme pendue, par cette anse sous-clavière. Tu vas avoir trop de monde, on va tous venir chez toi. Et donc, voilà ce qui se passe. Fais voir la suite. On va tous venir chez toi pour résoudre notre voilà ce qui se passe. Reviens en arrière et voilà l'animation. On passe de là à là. Voilà ce qui se passe. Donc, vous voyez, ici, eh bien, il y a une vasoconstriction de l'artère mammaire interne, ce qui peut donner des problèmes au niveau des seins. Et ici, le sang ne passe plus dans les bras, ce qui explique les gens des problèmes de canal carpien, choses comme ça. Mais en fait, là, je ne l'ai pas montré, mais ça aussi, ça se rétracte. Alors, on va le voir plus loin. Vas-y, plus loin. Voilà, là, c'est un schéma. Ici, donc, vous voyez, c'est les mêmes, hein, mais schématisés. L'artère sous-clavière, ici, le ganglion stellaire, ici, l'anse sous-clavière. Donc, quand vous avez le cœur qui se rétracte, ça descend, ça étrangle l'artère, donc le sang ne passe plus dans le bras, mais ça va provoquer, vous allez voir, vas-y, la suite. La suite. Voilà, reviens en arrière, on passe de là à là. Voilà, c'est chaotique en fait. Voilà. Alors, vous voyez ici, il y a une vasoconstriction de l'artère vertébrale, pardon, et une vasoconstriction de l'artère carotide. Ça, c'est les deux tuyaux qui amènent le sang au cerveau. Ça crée tous les problèmes. Mais, exactement. C'est que ça s'explique que par la mécanique. Oui. Mais en plus, il y a des problèmes dus au passage de l'information. Ah. Là, je parle que des problèmes qui sont dus à la rétraction des tissus. D'accord. Hein? Parce que les hormones de stress. Alors, regardez, ces deux tuyaux qui amènent le sang au cerveau, quand il y a une vasoconstriction, ben, le cerveau n'a plus de sang. Du coup, les cellules du cerveau souffrent. Et quand elles meurent, ça donne des syndromes neurologiques centraux, comme Alzheimer, Parkinson et compagnie, mais uniquement parce qu'il y a des rétractions tissulaires. Et uniquement parce qu'il y a des hormones de stress. Hein? Alors ici, mesdames, quand vous n'avez plus d'artère mammaire interne, que le sang n'arrive plus au niveau des artères mammaires internes, ben, vous avez mal au sein. Alors vous allez prendre un médicament pour passer la douleur, mais on va laisser l'artère en vasoconstriction et le sein va finir par avoir des problèmes. Ou bien on va agir pour que le sang arrive au niveau du sein à nouveau. Hein? Voilà pourquoi c'est intéressant de rallonger les tissus. C'est pas juste pour m'amuser pour rallonger les tissus, mais c'est pour résoudre ces problèmes. Ouais, d'accord. Hein? Et c'est quand j'ai découvert ça, après je l'ai vérifié avec le toucher quantique et je me suis rendu compte que c'était vrai. Et c'est à partir de là, je me suis dit, ce serait quand même intéressant de rallonger les tissus. Hein? Et c'était tout le débat de ma recherche. Mais il m'a fallu me motiver pour que je cherche dans cette direction. Ah oui, c'est clair. Et là, j'avais une forte motivation. Alors, c'est pas le tout, mais vous voyez, vous vous rappelez que le ganglion stellaire ici, c'est plein de nerfs, c'est plein de cellules nerveuses.
Donc toi, c'est très familier pour ça, mais les gens, pour te suivre, il faut peut-être, tu C'est vois… pour ça que j'ai la petite flèche là sur le Oui, et truc. ce que je veux dire, c'est que ça fait beaucoup d'infos Ah d'un ouais, coup. c'est clair. Donc si tu peux… Ok, je peux délayer. Non, non, je veux dire, tu peux condenser, mais de manière… Non, simplement, ce que les gens, ils entendent, c'est tous les gens qui ont des maladies que je cite Oui, vont comprendre pourquoi. oui, Et donc, ils vont comprendre qu'on peut quelque chose pour eux. Je crois que c'est ça l'intérêt de la conférence de oui. ce soir. Ouais, ouais. Non, mais tu as raison, c'est parfait. Hein? Et là, tu vois, il y a Cathy, elle dit, c'est pour ça que je ne regarde plus d'infos. Premier anti-stress. Martine qui fait plein de pouces, voilà. Et François qui dit, est-ce que vous intervenez sur les mémoires qui sont les causes profondes de nos stress et donc tous nos problèmes? Bien entendu. Alors ça, c'est l'épigénétique et on en parlera quand on fera de l'épigénétique. Mais actuellement, je fais une recherche sur les mémoires parce que qui dit mémoire dit information et vous savez que les scientifiques sont très partagés. Il y a la moitié des physiciens qui disent qu'on ne peut pas détruire l'information jusqu'au jour où Stephen Hawking a découvert que les trous noirs s'évaporaient et que quand les trous noirs s'évaporaient, bien, l'information disparaissait. Ce qui fait qu'on ne sait pas si on peut détruire une information ou pas, on ne sait pas si on peut s'en débarrasser de l'information. Enfin, c'est tout un débat en ce moment qui n'est pas tranché sur le plan scientifique. Mais je m'en occupe évidemment et j'en parlerai. Et notamment, je me sers de Ho'oponopono pour des problèmes de mémoire. Donc, à un niveau cellulaire. Ok, on continue? Oui, on y va. Donc, je ne peux pas répondre comme je veux au chat puisqu'on est en partage d'écran, mais j'ai bien vu les messages de Noé et on doit aller au bout de la conférence, donc je ne peux pas lire tout. Tu peux revenir sur celle précédente. C'est la précédente, très bien. Donc, vous voyez, dans cette petite poche jaune, il y a plein de cellules nerveuses qui vont envoyer des fibres qui font l'anse sous-clavière, mais qui envoient des fibres qui vont jusqu'au cœur, et ça, c'est le nerf cardiaque. Et puis, ça envoie des fibres qui vont jusqu'au niveau des bronches, au niveau des poumons. Et puis, il y a des fibres qui vont jusqu'au niveau de l'ésophage. Et puis, il y a des fibres qui vont jusqu'au niveau du nerf vague, c'est le dicernium crânien, c'est le parasympathique, c'est celui qui s'oppose à l'orthosympathique. Et puis, vous avez aussi des nerfs qui viennent rejoindre le nerf phrénique, c'est-à-dire le nerf de la respiration. Et vous avez ici les racines C6, C7, C8, D1, c'est le plexus brachial, c'est-à-dire qui va donner les grands nerfs des membres supérieurs. Autrement dit, regardez ici, le cœur se rétracte à cause des hormones de stress, ça fait descendre l'artère aorte qui tire sur l'anse sous-clavière et qui va stimuler le ganglion stellaire et donc stimuler tous les nerfs. Et donc, simplement parce que vous avez une rétraction du péricarde et une descente de l'artère sous-clavière, vous stimulez le nerf cardiaque et vous provoquez des problèmes cardiaques. Vous stimulez les nerfs qui vont au niveau des poumons, vous provoquez des problèmes pulmonaires. Vous stimulez le nerf de l'ésophage et le l'ésophage se rétracte. Hein? Et donc, vous avez des problèmes du plexus brachial, vous avez des problèmes au membre supérieur. Et donc, le nerf phrénique, c'est des problèmes respiratoires. Et donc, quand on a un choc émotionnel, c'est souvent, on ne peut plus respirer. Mais c'est à cause de ça. Hein? Et la respiration qui se rétracte, qui se contracte et on ne peut plus respirer. On n'a plus d'espace pour respirer. C'est ça dont je parle. Hein? Voilà ce que font les hormones de stress quand les tissus se rétractent. Et ça, ce n'est que la première moitié des pathologies dues aux hormones de stress, qui est due. Ça, c'est les pathologies d'origine anatomique, d'origine mécanique. Hein? Après, il y a toutes les pathologies d'origine informationnelle, dont on reparlera. On peut passer à la suite. Et oui, ça en fait des choses. Alors maintenant, on arrive à la fin des conséquences, mais vous voyez ici, vous avez le péricarde. Et bien, le péricarde, il est suspendu par plein de ligaments tout autour du péricarde. Donc, il est vraiment central comme un soleil. Hein? Donc, quand le péricarde se rétracte, ben, il tire sur tous ces ligaments. Ici, vous avez un ligament entre le sternum et le péricarde. Mais entre le sternum et le péricarde, vous avez le thymus. Mais quand vous avez des hormones de stress et que ce ligament se rétracte, il y a le thymus qui se rapproche, le sternum se rapproche du péricarde et écrase le thymus.
défense immunitaire, chakra du cœur qui se ferme. Hein. Et puis ici, vous avez le diaphragme. Si le diaphragme se rétracte, alors vous voyez, ici, vous avez le bois de l'arc, et ici, vous avez la corde de l'arc. Vous voyez? Donc, si le diaphragme se rétracte, ça va vous tirer les vertèbres lombaires vers l'avant et vous allez avoir une hyperlordose. Et quand ça tire trop fort, ça vous met les vertèbres en lésion ostéopathique. Donc ça, c'est les lombalgies, les cruralgies, les sciatiques. Mais regardez, il y a des ligaments qui vont au niveau des vertèbres dorsales. Donc quand ces ligaments se rétractent, ça arrondit le dos, ça donne une kyphose. Et puis ça met les vertèbres dorsales en lésion ostéopathique, donc les dorsalgies et les névralgies intercostales. Et puis, vous avez des ligaments qui vont jusqu'au cervical. Donc, ça vous met les vertèbres cervicales de travers. Donc, cervicalgie, mais en même temps, ces fameuses névralgies cervico-brachiales dont on parlait tout à l'heure. Et vous avez enfin un ligament qui monte jusqu'à la thyroïde. Mais quand il se rétracte, il tire sur la thyroïde. Et la thyroïde aussi se rétracte. Oui, mais la thyroïde, c'est une glande endocrine qui s'occupe de la gorge et de la communication. Donc, quand cette glande ne fonctionne plus, vous ne pouvez plus communiquer. Alors, qu'est-ce que c'est communiquer? C'est parler avec son cœur. Hein? Et c'est aussi tous les problèmes de poids, soit en excès, soit en pas assez. Hein, vous avez une personne qui fait 15 kilos de trop et elle fait tout le régime du monde, elle ne perd pas un gramme parce qu'elle a des problèmes thyroïdiens. Ou alors, une femme qui a la peau sur les os, qui aimerait bien s'arrondir, elle mange tant qu'elle peut, elle ne prend pas un gramme parce qu'elle a des problèmes thyroïdiens. Hein? Alors, on va voir tout à l'heure, après, on va faire une petite synthèse, mais donc, c'est intéressant de travailler là-dessus quand même. Ben oui, carrément. Hein, parce qu'il y a plein de problèmes qui disparaissent. Mais il faut savoir que le ligament, il continue au-dessus, donc ça fait un grand ligament qui vient jusqu'au niveau du crâne. Ben, quand ce ligament se rétracte, ben, il tire sur les os du crâne. Et viens voir à la suite, là. Oui. Ici. Voilà. Donc, vous voyez, ce ligament, il arrive, il se divise en deux faisceaux. Un qui va sur l'os du milieu, qu'on appelle le sphénoïde, et un autre qui va sur l'occiput, qui est en arrière. Ben, quand on tire sur ce ligament, ça va tirer sur le sphénoïde et sur l'occiput. Mais vous voyez le sphénoïde qui est au milieu, il y a un creux qu'on appelle la selle turcique, et dans ce trou, il y a une petite boule jaune qu'on appelle l'hypophyse. Et au-dessus de l'hypophyse, vous avez l'hypothalamus. Quand vous savez que l'hypophyse, l'hypothalamus, c'est le chef d'orchestre de tout le système hormonal, eh bien, quand vous tirez là-dessus, vous mettez les os du crâne de travers, et donc vous avez des migraines, vous avez des vertiges de Ménière, vous avez des acouphènes, mais en plus, quand l'os descend, ça tire sur l'hypophyse, l'hypothalamus, et ça bloque l'hypophyse, l'hypothalamus, c'est-à-dire ça bloque tout le système immunitaire, hormonal. Et donc, si vous avez par exemple un problème de poids et que vous voulez que je vous traite votre thyroïde, mais si je traite la thyroïde alors que l'hypophyse, l'hypothalamus sont fermés, ça ne sert à rien. Donc, avant de traiter la thyroïde, il va falloir traiter l'hypophyse, l'hypothalamus. Oui, d'accord, mais si je traite l'hypophyse, l'hypothalamus et que j'ai pas remis les os du crâne en place, ça ne sert à rien, puisque c'est ça qui bloque l'hypophyse, l'hypothalamus. Donc, avant de traiter l'hypophyse, l'hypothalamus, je vais traiter donc les os du crâne. D'accord, mais si je traite les os du crâne, si je les remets en place, mais que je n'ai pas rallongé la corde de l'arc, ça ne sert à rien. Attends, ça continue longtemps, ça? Eh bien, c'est pour ça qu'il faut traiter d'abord la corde de l'arc, et après, on va traiter tout ça. D'accord. Et là, ça va tenir. D'accord. Donc, il faut le global. Ok. Oui, tu proposes quelque chose de global pour l'être et le corps. Là, on est loco-régional, et plus tard, je proposerai du global, c'est-à-dire de l'holographique. Mais là, on n'est que dans la matière. Ok. Mais même au niveau de la matière, on se rend compte qu'il y a des interactions un peu partout quand même. Voilà. Alors là, on a fait à peu près le tour. Alors, donc, simplement, il y a une animation, si tu veux la voir. Passer de là à là. Alors, tu commences par celle-là? Voilà. Alors, celle d'avant. Voilà, là, c'est normal. Donc là, c'est normal, là. Oui, et puis passe à la suivante. Et là, on voit que la petite boule jaune, elle est étirée. Ah, ok. Alors, on fait arrière. Regardez, là, c'est normal. Et après, vous allez voir la petite boule jaune au centre. Fais-le plusieurs fois qu'on voit l'animation. Voilà ce qui se passe dans votre crâne quand vous avez des hormones de stress.
Voilà. Et donc, on arrive enfin à la liste de toutes les pathologies dues aux rétractions tissulaires. Et donc, quand on prend par exemple les troubles cardiovasculaires, je ne les ai pas tous cités, mais quand vous savez que les hormones de stress provoquent une vasoconstriction et une rétraction des cellules, ben, si c'est une vasoconstriction au niveau des artères coronaires, les artères coronaires, c'est les artères qui amènent le sang au cœur, au muscle cardiaque. Eh bien, quand elles se rétrécissent trop, ces artères, et le sang est tout au niveau du cœur, il y a une nécrose du cœur, c'est-à-dire le tissu du cœur meurt, et ça donne un infarctus du myocarde. Et donc, ça me semble intéressant de faire de la prévention et de rallonger ces artères pour éviter les problèmes donc en prévention. Et donc, souvent, c'est pas de la prévention. Hein. Quand on regarde les gens, c'est pas tant de la prévention que ça. Le problème des artères coronaires et des infarctus du myocarde, il faut savoir quand même que, d'après les statistiques officielles des cardiologues, 75% des gens qui ont des infarctus sont des gens qui n'ont aucun problème cardiaque. Simplement, c'est des gens normaux qui ont été soumis au stress. Et donc, avoir des infarctus alors qu'on est parfaitement normal, c'est-à-dire que personne n'est à l'abri. 75%, c'est quand même énorme. Oui. C'est-à-dire que toute la population est concernée. En fait. Donc, si on est souvent mis à une source de stress qui n'est pas optimale, hein, mais quand c'est le cas, c'est bien de faire… Nous sommes, nous, occidentaux modernes, tous à 100% dans le stress en permanence. Et ça, c'est dramatique, ça s'aggrave de plus. Ça s'aggrave. Et comment ça se passe? Il faut faire des soins régulièrement? Voilà, donc ce qu'il faut, c'est entretenir, parce que si vous êtes stressé plus, ben, il faut faire plus de choses pour sortir du stress. Il faut équilibrer. Quoi. Donc c'est pour ça que tu veux former d'autres personnes pour cette technique-là. Toi, c'est ce que tu veux faire. Si vous voulez, là, vous avez vu l'aspect mécanique. Mais il faut savoir qu'il y a l'aspect conscience. Quand la cellule se ferme, elle enferme la conscience, elle coupe la circulation des informations et du coup, les gens baissent en conscience. Quand tu n'as pas de ressenti, tu ne peux pas sentir tes besoins, donc tu ne peux pas les combler. Tu ne peux pas sentir tes limites, tu ne peux pas les respecter, donc tu ne peux pas t'aimer. Donc on ne peut pas aimer s'il n'y a pas de conscience. Et donc quand les cellules sont fermées, il n'y a pas de conscience. Et les hormones de stress ferment les cellules et diminuent la conscience des gens. Et comme ça, on peut en faire des esclaves beaucoup plus facilement. Ah oui, bah, tout à fait, ça c'est clair. Alors, donc Sandra qui dit très très intéressant, où êtes-vous en Suisse? Alors, je suis en Suisse à Fribourg, mais je vais bientôt être en Vendée. En Vendée. Oui. Donc, à partir du mois de mai, je serai en Vendée. Alors, The Ocean Jessie qui nous dit, pour la circulation du sang avec cheville qui enfle, ça doit bien marcher aussi, non? C'est ce que j'expliquais, c'est le ligament archémédian. Non, qu'est-ce que je raconte? Non, c'est le foramen de la veine cave inférieure qui étrangle la veine cave inférieure. Donc, si on agit sur le foramen et qu'on arrive à rallonger le Donc là, diaphragme, il est en train de faire des signes comme ça, là. Oui, le diaphragme. Et bien, du coup, on arrête d'étrangler la veine cave inférieure. Et à ce moment-là, la circulation de retour se fait toute seule. C'est ce que tu disais sur le schéma. Ouais, c'est exactement ça. Alors, quelle solution si ce n'est la meilleure, s'il vous plaît, de Isabelle? Quelle solution? Tous ces problèmes. Justement, rallonger le tissu. Voilà, et ce sera l'objet de nos prochaines conférences. Voilà. Hein? Donc, et rallonger les tissus, il faut se poser la question pourquoi les tissus se raccourcissent. Et donc, ça, c'est parce que les cellules se rétractent. Et pourquoi les cellules se rétractent? Parce qu'elles sont en contact avec les hormones de stress. Alors, ça peut être du stress présent ou une restimulation du stress du passé qui arrive dans le présent. Donc, c'est pour ça qu'il faut suivre chaque mois ces conférences pour que vous ayez une compréhension totale de ce qui vous arrive et puis aussi traiter. Mais c'est intéressant d'avoir la compréhension déjà de ce qui se passe en vous. C'est ça. Alors donc, effectivement, que faire? Parce que quand on constate ça, on se dit, et c'est vraiment très important et fondamental de rallonger les tissus, mais ce n'est que la face visible de l'iceberg. Il y a tout le reste dont on va parler après. Voilà, parce qu'on est obligé de couper en tronçons pour que ça soit facile pour vous à comprendre. Donc, il y a Cusi qui nous dit « Respirer à fond peut être déjà une bonne piste pour libérer le diaphragme ?» C'est une question. Quand vous inspirez, vous contractez le diaphragme. Oui, mais il faut qu'on respire quand même. Non, et puis en plus, il n'y a pas que ça qui bloque, mais quand
vous avez vu tout à l'heure le schéma. Tiens, tu peux remonter le schéma avec ça, D'accord. pour la respiration, juste pour expliquer, parce que qu'on puisse comprendre les problèmes respiratoires. C'est pas ça, c'est pas ça. Juste avant. Voilà. Voilà. Vous voyez sur ce schéma, vous avez le péricarde, ici. Donc, quand il se rétracte, il tire sur ces ligaments-là et sur ces ligaments-là. Mais ça fait une chaîne complète ici. Quand cette chaîne complète se rétracte, ça veut dire que le sternum se rapproche de la colonne vertébrale, mais ne peut plus s'en écarter. Autrement dit, vous êtes bloqué en expire, vous ne pouvez plus inspirer avec les côtes. Alors, attends. Et donc, vous perdez de l'amplitude respiratoire, vous perdez une liberté d'amplitude. Quand les tissus se rétractent, la respiration, c'est un soufflet. On l'ouvre, on le ferme. S'il y a un tissu entre les deux soufflets qui se rétracte, on ne peut plus l'ouvrir. Oui, tu veux dire que… parce que là, elle demande si la respiration, ça aide. Donc, quand un corps sain, ça aide. Mais c'est un corps qui est en stress que ça aide pas, c'est ça? Alors, j'ai peut-être mal compris, mais en tout cas, j'essaie de me mettre du côté des auditeurs. Vas-y, dis-moi, vas-y. Là, elle demande si la respiration, déjà, respirer à fond, d'accord, peut être déjà une bonne piste pour libérer le diaphragme. Et toi, tu as l'air de nous dire que c'est négatif. C'est pour ça qu'il faut faire quand même un compromis. C'est la même chose que pour la musculation. Ah, d'accord. Ok. C'est-à-dire que, par exemple, une femme qui est enceinte, qui a accouché, c'est normal qu'on lui fasse faire de la musculation des abdos. Quelqu'un qui sort d'un plat, c'est normal qu'on lui fasse faire la musculation du quadriceps. Mais si on veut arranger une colonne vertébrale, si on fait faire de la musculation, on l'aggrave. D'accord. Et donc, en l'occurrence, ce que j'ai démontré là avec mes schémas, c'est que le problème, il est dû à des rétractions, pas à des faiblesses. Donc, respirer à fond, ça veut dire quoi? Ça veut dire muscler sa respiration. Ah, d'accord, ok. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, il faut le détendre. Voilà, détendre. Il faut détendre. Bah, faut… Voilà. Ok, d'accord. C'est plus le yoga que la musculation qui est valable. D'accord. Plus l'étirement. Super, merci pour ta réponse. Donc, Françoise B qui nous dit super vos conférences, merci. Donc, Uzi a dit je pense à la sophrologie notamment. Très bon la sophrologie, excellent. Agnès qui dit vos soins seraient-ils valables aussi pour un descente des amygdales cérébelleuses? Alors là, on est dans le cerveau là. Oui, donc, sachez que je traite tout le cerveau. Chaque partie du cerveau est traitée dans le protocole de libération graphique du cœur péricardique. Voilà. Ok. Après, vous pouvez aller sur le site de Jean-Pierre. Tous les liens sont sous la vidéo. Et puis, vous pouvez aller le rencontrer au salon. Vous pouvez prendre des consultations. Ou entrer en contact avec toi par mail. Et puis, sachez aussi que les formations, elles sont ouvertes à tous. Oui. Ce que je vous ai montré, n'importe qui est capable de le comprendre. Donc, c'est pas la peine d'avoir fait de l'anatomie ou de la médecine pour venir au stage. On peut les suivre très facilement comme ça. Et je vais donner quelques bases d'anatomie, mais le minimum. Bon, on voit bien que quand on diminue la corde de l'arc, l'arc qui se bande et il est moins haut. C'est simplement ça, c'est rien d'autre. Non. Alors, Cusi qui dit merci beaucoup pour vos partages, très intéressant de Sissi. Ok, j'ai une maladie auto-immune, nous dit Cathy, sclérodermie, qui touche beaucoup d'organes et il me faut beaucoup de séances alors. Alors, en une séance, on a de très bons résultats, mais il faut savoir qu'on n'est pas dans un monde d'amour et que vous allez être stressé en permanence. Et donc, dès que vous allez stresser, vous allez sécréter des hormones de stress. Et dès que vous sécrétez des hormones de stress, vos cellules vont se rétracter. Donc, ce qu'il faut, c'est un entretien pour maintenir les cellules en ouverture d'une manière constante. Donc, en entretien de séance et un entretien de favoriser un environnement favorable. Alors, ça, c'est autre chose. Alors, ça, c'est ce qu'on disait la dernière fois. Et on va agir à tous les niveaux. On avait vu qu'il y avait 7 niveaux de cause. Donc là, il va falloir agir à ce qu'on appelle au niveau de l'involution. Donc, il faut une évolution. Il faut savoir qu'on n'est pas un ego, mais qu'on est la conscience universelle. Mais
Comme Oui. ça, en 2 secondes, c'est Oui, difficile voilà. d'expliquer. Il faut regarder la précédente conférence. Oui. Alors, The Ocean Jessie qui dit « Votre site est une révélation pour moi, c'est magnifique. » Bon, ben merci. C'est super. Emma Libellule qui dit « Bonsoir Jean-Pierre et Gwénoline. » Donc, Sissi qui dit « Comment aider une personne qui a eu un trauma crânien ?» Alors là, c'est très important de faire un traitement en libération holographique du cœur péricarde parce que si vous voulez remettre les os du crâne sans avoir fait lâcher le cerveau, ça ne va pas tenir. Donc, il faut commencer par faire lâcher le cerveau et après, on remet les os du crâne un à un et là, ça se passe très bien. Très bien. Donc, Cusi qui dit merci. Je repars sur une 7e formation en sophrologie après 20 ans d'infirmière. C'est très bien, la sophrologie. Emma Libellule qui dit est-ce que cela fonctionne avec l'arthrose? Alors, ce qu'on peut faire, on peut arrêter l'évolution d'une arthrose, puisque l'arthrose est due à l'hyperpression qui est due à la rétraction des tissus. Si on rallonge les tissus, on diminue la pression, donc on diminue la vitesse d'usure. Hein? Ça, c'est l'aspect mécanique et ça, c'est sûr qu'on a ce genre de résultat. Et c'est comme ça que j'ai évité de très nombreuses prothèses de hanche à beaucoup de personnes. Bien. Ça, c'est le premier aspect. Maintenant, on peut imaginer que c'est possible de reconstituer du tissu, mais j'en suis pas encore arrivé à ce stade-là. Mais je suis en train de chercher dans cette direction. Super. Faites-vous des soins par Skype, Françoise? Alors, je préfère... moi, ce qui m'intéresse, c'est la qualité et je pense que quand j'ai les personnes sous la main, je fais un meilleur travail. Alors, en plus, il y a le problème du libre arbitre, c'est-à-dire que quand on me téléphone pour que je fasse un soin à distance, je ne veux pas faire un soin à quelqu'un qui ne l'a pas demandé, qui n'est pas demandeur. Et comment je peux vérifier que quelqu'un le demande ou pas à distance si je ne connais pas la personne? Donc, je peux éventuellement, par contre, des gens que j'ai déjà vus, que je connais bien, s'ils sont à l'autre bout du monde et qui sont vraiment dans un très mauvais état, je peux les dépanner. Mais je préfère en principe voir les gens en tête à tête pour la première fois. Après, tu te déplaces s'il y a plusieurs consultations. Alors après, si on m'invite dans une région pour donner 2-3 jours de consultation, il n'y a pas de problème. D'accord. Alors, Noé qui dit Gwénoline, Monsieur Chamodo, je crois que j'aimerais beaucoup animer un atelier avec vous. J'ai soigné le psor. Tu sais ce que c'est le psor? Psoriasis, je suppose. Je ne sais pas. Alors, voilà, il y a peut-être une... Ah ben oui, on voit psoriasis. Ah oui, et le lupus ainsi. D'accord, ben écoute, c'est entendu. Bien, pourquoi pas. Après, tu peux toujours écrire un mail, soit à moi, soit à Jean-Pierre. Je suis infirmière aussi, Martine. Je m'intéresse à la naturopathie. Excellent. Voilà. Ok, merci beaucoup, qui nous dit Emma. Roa, pardon. Je trouve que c'est intéressant. Donc, j'irai voir votre site avec beaucoup d'intérêt, Cusi. Donc, en travaillant sur l'ouverture des cellules, on pourrait aider des personnes autistes en perpétuel stress. Tout à fait. Ici. Excellent. Oui, ça sera excellent pour ces gens-là. En fait, on a tellement de pathologies. N'oubliez pas que quand les cellules se ferment, elles enferment à l'intérieur un champ qu'on appelle l'âme. Or, l'âme, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie. Donc, quand toutes vos cellules sont fermées et que vous ne sentez plus votre âme, vous êtes coupé de votre âme et donc vous ne sentez plus la joie que vous êtes, vous perdez la joie de vivre. Vous ne sentez plus la paix que vous êtes tourmenté. Vous ne sentez plus l'amour que vous êtes, vous allez être obligé d'aller chercher l'amour à l'extérieur. Tout ça, c'est très désagréable. Donc, voilà. Alors, et l'autisme, c'est la fermeture. Oui. Donc, nous, on est là pour ouvrir. Oui, tout à fait. Et donc, Jessie qui dit travaillez-vous avec les énergies, genre nettoyage du corps éthérique? Alors oui, parce qu'il faut savoir que les mémoires ne sont pas stockées que dans le subconscient, c'est-à-dire dans le champ qui est à l'arrière du cerveau, mais ces mémoires sont stockées aussi dans les cellules. Donc il faut savoir qu'à chaque fois que j'ouvre une cellule, je libère les mémoires de la cellule. Mais ces mémoires libérées, qui sont des informations, restent bloquées dans les corps subtils. Et donc une fois que les mémoires sont sorties des cellules et qu'elles stagnent dans les corps subtils, il faut les sortir du corps subtil. Et donc ça, j'ai une manœuvre précise pour ça. Super. Voilà. Et donc Agnès qui dit, est-ce que le phénomène de rétractation des tissus par le stress peut être réversible dans le temps, sans vos soins, ou définitif, merci? Ça, tu sais pas? C'est-à-dire que c'est rarissime quand ça
Spontanément, ça revient tout Ou seul. alors, tu vas déménager au milieu de la forêt. Et encore, je ne suis pas sûr. Oui, peut-être tu peux être relancé par tes stress dans d'autres vies ou d'avant de l'enfance. Ce qui m'a beaucoup surpris aussi, c'est que j'ai eu à tester des gens qui étaient censés être des sages et qui étaient très bloqués aussi. Ben oui, parce qu'on a une ligne génétique, on a d'autres vies passées. Je crois qu'il ne faut pas rêver. Je ne veux pas être rabat-joie, mais en tous les cas, mon expérience ne me montre pas. Alors, ok, donc ça fait du bien d'entendre ça, qu'elle dit, entièrement d'accord avec vous. Et donc, votre approche holographique est une spirale de Yes? Une spirale de Yes? Non, c'est Yes qui s'appelle, et il dit, est-ce que c'est une spirale? Mon approche holographique, une spirale. Voilà, bon, il n'y a pas de forme dans l'holographie, c'est un tout, c'est un champ quantique, donc tout interagit sur tout, donc il n'y a aucune forme. L'univers est un champ quantique. Parce qu'en fait, il est dans la même démarche que toi, et il aime associer les talents, et puis il disait que c'était intéressant de s'associer. Alors, la spirale est intéressante parce que ça fait penser à des vortex, et donc justement, ce qui se passe, c'est que la matière, et que ce sont des grains de vide qui tournent en forme de vortex, qui donnent des protons. Et donc, on est en plein dans l'échange d'informations. Donc, effectivement, il y a des spirales partout de toute manière. Après, tous ceux qui sont intéressés, vous pouvez directement envoyer un mail à Jean-Pierre, parce que ça, c'est un direct. Génial, tu as posé ta question, mais on ne peut pas trop... voilà, c'est pour tout le monde et pour intéresser tout le monde. Après, si vous avez des choses particulières, des associations... Je répondrai volontiers à vos questions, bien sûr. Donc, merci beaucoup pour cette conférence très enrichissante. Avec grand plaisir. Ces diapos sont extrêmement bien faits à la perfection. Il manquerait juste que je mette le diapo et toi à côté, parce que toi, tu illustres avec les mains dans le corps. Et je parle avec les mains. Oui. Et donc, ça nous donne plus de réalité que juste le dessin. C'est bien d'avoir l'homme. Et puis... voilà. Donc, peut-être prochainement sur le salon à Porte de Versailles. Et puis sinon, ce sera le mois prochain. Je mets le lien de la prochaine vidéo sous la vidéo. Oui, on va commencer à se poser des questions. Comment on fait pour rallonger les tissus? Parce que j'espère vous avoir convaincu que c'est utile de rallonger les tissus. Voilà. En tout cas, merci pour toutes vos questions. Ça aura aidé plein d'autres personnes qui ont ces problèmes-là. Et puis, ah oui, Nathalie a dit date en Vendée. Alors, à partir de ma première consultation en Vendée, c'est à partir du 13 mai. Ah, c'est précis. Oui. Très bien. Ok, donc... Vous pouvez prendre rendez-vous dès maintenant, d'ailleurs. Hein, mais je commence les consultations en Vendée au 13 mai. Ok, donc il y a Agnès qui dit merci encore pour cette soirée. Vos 2 conférences m'ont hyper intéressée. Mais écoutez, on va continuer comme ça tous les mois. Merci pour votre attention et puis merci à toi, Cornélie. Avec joie. Avec joie. Merci à vous tous parce que c'est tous ensemble et puis avec des personnes très enrichissantes qu'on peut évoluer et avancer. Et donc, on a des petits cœurs de plusieurs tailles. Ouais, c'est gentil. On vous embrasse. Prenez soin de vous.